fait, c'est pire que quand j'étais arrivée. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Je pensais qu'on allait parler investissement. Ah, mais on y va, on a le temps, je t'ai dit. Je crois que mon terrain, il a dû quadrupler. Quadruplé en 13 ans. Bah, en 13 ans, ouais. Toi, tu vas me faire des problèmes en vrai. Merci Céline d'être venue. Avec plaisir, Amaury. Le nom du podcast, c'est... Alors normalement, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire, mais aujourd'hui, c'est Mère Castor, raconte-nous ton histoire. Ok. L'idée, elle est assez simple, c'est de remonter à soit ton premier souvenir d'entrepreneur, soit ton premier souvenir d'investisseur. D'ailleurs, dès le départ, je te pose la question, est-ce que je dis entrepreneur, entrepreneuse, investisseur, investisseuse? Les Tu deux. t'en fiches? Et d'abord, moi, je dis toujours que je suis d'abord investisseur avant d'être entrepreneur. Ok. Voilà. Et ben justement, donc on va pouvoir revenir à ton premier souvenir d'investisseur. Ok. Et puis ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie, schématiquement. Et moi, en tant que castor, puisque c'est moi le castor aujourd'hui qui va écouter un peu ton histoire, je vais mettre des barrages qui vont être les questions que je vais te poser au fur et à mesure. D'accord. Mais avant qu'on revienne à ce premier souvenir, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous expliquer l'ensemble de ton activité aujourd'hui, que ce soit tes investissements immobiliers, la stratégie, les biens que tu as, mais aussi entrepreneurial, puisque je sais à minima que tu as une formation et tu as peut-être d'autres business satellites à côté. D'accord. Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je suis investisseur immobilier. J'ai commencé il y a quelques années, mais je pense qu'on y reviendra. J'ai un parc immobilier composé d'une maison et des immeubles de rapport. Parce que moi, j'ai un faible pour les immeubles de rapport, pour la rentabilité que ça peut ramener. Donc, j'ai 4 immeubles de rapport qui font au total 25 lots, en fait. Et à côté de ça, du coup, j'accompagne les personnes qui souhaitent également investir dans l'immobilier depuis maintenant 2021 que je fais cette activité entrepreneuriale où, voilà, mes clients, ce sont des particuliers, des entrepreneurs, des indépendants qui veulent investir dans l'immobilier pour différentes raisons, pour la retraite, pour diversifier leurs ressources également. Donc voilà, je suis surtout sur Instagram, YouTube, voilà, les réseaux classiques. Et oui, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, on a une partie investissement IMO que tu as commencé, du coup, en quelle année? J'ai commencé en 2015 déjà. Ok. Voilà. Ok, Et donc quasiment 10 ans. Oui, et j'avais fait, comme je disais, la première acquisition que j'ai faite. Mais j'ai commencé même avant ça. Je vais te donner un scoop. La réalité, c'est que très souvent, je parle de mes investissements immobiliers en France. Mais il faut dire que quand j'étais déjà étudiante, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Et pendant les étés, en fait, je partais faire les cueillettes comme tout bon étudiant qui voulait avoir des revenus complets. Enfin, des revenus, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et donc, je me rappelle qu'un été, je l'avais fait et j'avais gagné pas mal d'argent. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer cet argent à mon père, parce que moi, je suis originaire du Togo, pour qu'il m'achète un terrain. Parce que chez nous, le foncier, je veux dire, même la mamie au fond de son village, elle sait qu'il faut acheter de l'immo, en fait. Non, vrai, hein, ma grand-mère, tous, on sait que l'immobilier, c'est là où il faut être. Et donc, c'était la première chose que j'ai faite. Et quand j'ai commencé à travailler très rapidement, j'ai commencé en 2013, si mes souvenirs sont bons, et j'ai fait un petit crédit conso pour construire une maison chez moi. Donc, en vrai, j'ai t'as une maison au Togo aussi, alors? Voilà, j'ai une maison que je mets en location au Togo. Et c'est vraiment mon premier investissement immobilier de toute ma vie. Vraiment. Ok, mais du coup, Voilà. en plus, t'étais jeune, t'étais étudiante quand t'as fait ça. Bah, en fait, le terrain, je l'ai acheté, je crois que ça devait être en 2011, quelque chose comme ça, quand j'étais encore en études. Et j'ai fait la construction juste en 2013, quand j'ai commencé à travailler, en fait. Ok, J'avais un peu d'épargne, plus... mais c'est incroyable ça. Mais alors, du coup, attends, ça m'intéresse avant qu'on revienne à ton premier souvenir. Donc, toi, du coup, t'es originaire du Togo. Oui. Donc, tu as grandi là-bas jusqu'aux études, c'est ça, si je comprends bien? Exactement, voilà. Moi, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac là-bas, j'ai fait un bac plus 2, j'ai fait un DUT. D'accord. La base en génie électrique. Et ensuite seulement, je suis venue en France pour continuer mes études. Ok. Voilà, aujourd'hui, j'ai la double nationalité, hein, mais voilà, pour D'accord. parler Et du coup, t'as fait quoi? Tu disais une école d'ingé en France? Exactement. J'ai Ok. fait une école d'ingénieur en France, toujours en génie électrique. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, tout simplement. Hein. Ok. T'as fait Et quelle école? J'ai fait l'INSA de Strasbourg. Ok. Ouais, pas mal en plus. Ok. Ouais, Et c'est un justement, c'est pas dur de venir du Togo? C'est quoi? C'est hyper sélectif? C'est pas très sélectif? Comment ça... Ah, c'est une bonne question. C'est sélectif. Et même pour te dire toute la vérité, j'ai essayé 2 fois de venir en France. La première fois, j'ai essayé de m'inscrire directement en école d'ingénieur et mon dossier n'a pas été retenu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vas voir que ça fait partie de mon parcours, je n'abandonne jamais. C'est comme ça, en fait. La deuxième fois, je me suis inscrite dans une université parce que c'était plus facile d'arriver en France via les universités. Donc, je me suis inscrite à l'Université des sciences et technologies de Lille pour faire une licence. Et comme j'étais déjà arrivée sur le territoire français, parce que ça a marché, du coup, et cette année-là, donc, j'ai fait une demande pour rentrer à l'INSA et bingo, ça a marché.
Ah, ok. Mais, Tu vois. mais ok. Et d'où ça. Enfin, parce que je pense, j'imagine, ça doit pas être simple. La vie, c'est pas la même. Surtout, tu arrives à Lille, il fait froid. Toi, au Oui, Togo, il y a la chaleur. J'imagine que c'est différent. C'est pas complètement. facile. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette Cette envie envie, de venir en ouais. France et de prendre le risque, entre guillemets, que ça te plaise pas? Ou c'était juste pour les études initialement? C'était. Oui, Ok. en fait, c'était vraiment pour les études, pour avoir un niveau d'éducation comme mon père qualifiait de plus élevé que ce qu'on pouvait avoir chez nous à l'époque, hein. Ça a beaucoup changé depuis, mais c'était vraiment ça. C'était venir chercher cette connaissance-là et ce niveau, hein, dans les études supérieures ici. Ok. Voilà. Donc, c'était C'était la pour ça. volonté au départ. Et puis après, finalement, Et puis t'as. après, j'ai trouvé du travail. Et puis après, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Et justement, alors juste si on revient sur l'investissement au Togo, alors bon, ça fait déjà quelques années, mais Oui. enfin, je veux dire, t'as les chiffres en tête, c'est Ouais. quoi qu'on ait une idée sur un terrain à l'époque? Alors, je sais pas si les Ouais. prix sont encore d'actualité aujourd'hui. Pas du tout, parce que Ok. je crois que mon terrain, il a dû quadrupler Ok, il y a eu de une valeur. forte augmentation des prix Oui, en Afrique. Ça semble assez logique puisque la croissance démographique est forte et le développement est important, mais exactement. quadruplé Ouais. en 13 ans. Bah, en 13 ans, ouais. Si je ne m'abuse, même plus. Voilà. Mais je dis quadruple, c'est le minimum. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, en fait, il y a la démographie, mais il y a aussi le développement des territoires. Hmm. Et pour peu que moi, en fait, à l'époque, quand j'achetais ce terrain-là, il n'y avait pas encore de. Je crois qu'il n'y avait pas de route goudronnée autour. Il n'y avait pas encore d'électricité qui venait. Enfin, c'était à côté, mais c'était pas encore arrivé directement là. Et donc, depuis, bon, bah, ça a fait un boom, hein. Il y a plein d'habitations autour de moi. Et donc, c'est devenu, on va dire, une ville ou une commune, tu vois. Ok, Alors qu'avant, ça peut être peut-être, c'était genre un patelin de, je sais pas, 50 âmes. ok. Là, c'est devenu 3, 4, 5 000. Donc, Ah en fait, ouais, en forcément, 10 ans. ouais. Et forcément, quand tu as ce développement-là du Ouais, ouais. territoire plus la croissance démographique, bah, les deux, ça fait un bon combo pour Alors, les juste avant investisseurs. qu'on revienne au projet, dans ce cas-là, puisque du coup, c'est vrai que ça semble. Alors, j'imagine qu'il y a des contraintes, notamment pour emprunter de l'argent. Je sais pas si On c'est. n'emprunte pas comme ça chez nous. T'empruntes Donc, pas, non. ok. Et en France, tu peux emprunter pour investir au Togo? Et c'est pour ça que j'avais fait un crédit conso. Ah, ok, ok, oui, Mais parce je que peux c'est un pas crédit non emprunter. affecté et que du coup, tu peux l'utiliser pour Exactement. Et faire que ce type de j'avais projet. utilisé pour faire ce projet-là. Ok, Voilà. parce que du coup, ma question est la suivante, si l'investissement, parce que du coup, au-delà du rendement locatif, Mm. on va peut-être y venir rapidement, c'est intéressant quand même de voir ce qui peut se faire au Togo, Mhm. mais au-delà de l'investissement locatif que tu peux faire, du coup, tu as une valorisation patrimoniale qui est assez Oui. énorme, et j'imagine que ce que tu as fait, ça peut être dupliqué, c'est même encore d'actualité, tu peux faire des Ouais. belles opérations encore aujourd'hui. Euh, non, tu penses que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui? En fait, pour déjà t'expliquer, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est cette valorisation-là Hmm. en termes de plus-value de ton bien. Par contre, sur le volet locatif, c'est éclaté au sol. Ah oui. C'est éclaté au sol. Je crois que sur ce projet-là, j'avais dû mettre entre le terrain et la construction, mais c'est vraiment une maison, je crois que enfin, sur un terrain à 300 mètres carrés, tu vois, c'est D'accord. pas un énorme terrain. Et on a construit une maison avec 3 chambres, cuisine Ok. et tout ça. Donc, je suis sur un loyer, allez, si je devais le quantifier en euros, ça fait combien 150 000 francs CFA, ça fait... J'ai aucune idée, je sais pas du tout. ça fait quoi? Je crois que ça doit faire dans les 200, Ok. 250 euros, un truc Tu comme divises ça. par 100 000 en gros, c'est ça? Enfin, un peu Non, en moins du fait, coup, c'est mais. 660, bon, 655 francs CFA, ça donne 1 euro. Enfin, bref. D'accord, ok. En tout cas, voilà. Je crois qu'on est autour de Autour de 200, 250 euros. 250 Ok, euros, en ok, fait, pour ce bien-là en location au mois. ok. Alors que j'ai mis à peu près 10 millions au De francs total CFA. de francs CFA pour construire, quoi. Ok, Tu vois. ce qui fait l'équivalent du coup de 200 000 euros? 20 000 Oh euros? non, 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 10 millions. Alors, 1 million, ça fait 1500 euros. Donc, 10 millions, ça doit faire dans les 15 000 Ah bah à peu près. ça reste rentable quand même. Pour construire, plus le coût du terrain, Ah, à plus le l'époque, coût il du m'avait terrain. coûté 3 000 euros, à peu près. Ok, 3 ouais, mais ça, 500. attends, c'est-à-dire que du coup, tu as un rendement 18. quasiment à 10% juste en location, voire même un peu plus. Ouais, Alors ouais, peut-être que le ouais. loyer d'aujourd'hui n'est pas le loyer d'il y a 13 ans aussi. Si ça a un peu bougé, mais Pas tant que ça. voilà quoi, ça a pas. Je veux dire, quand j'avais fait cette construction, puisque comme je t'ai dit, j'ai acheté en 2011 comme ça, j'ai fait la construction quand j'ai commencé à travailler en 2013. Mm. Donc en 2015 déjà c'était fini, on avait fait la construction déjà et je commençais à louer. Je devais être à l'époque à 90 000. Après ça a augmenté avec le temps et aujourd'hui on est autour de 150 Ok, 000 donc francs le rendement CFA quoi. initial était. Donc c'était plus faible Et que c'est dans ça. une grosse ville du. Enfin, du coup, tu disais un petit patelin, mais c'est à côté d'une grande Oui, ville ou. c'est Ok. en fait, Lomé, c'est la capitale. Ok. Et ce bien-là se trouve à 45 minutes à peu près.
Ok. de la Ce capitale. serait quoi, l'équivalent de Marne-la-Vallée, ou un... Oui, un peu, ouais. Ok. Ou la Ferté-sous-Joie, tu vois. Ok, alors je La connais pas, Ferté. mais... Ah Ok. bon, moi. C'est derrière Marne-la-Vallée. Ok, ok, ça marche. Ok, donc Donc, c'était un petit bled. voilà, la rentabilité, franchement, éclatée au sol par rapport à la plus-value Ouais. que ça a pris depuis, en fait. La plus-value latente, là, elle est très intéressante. Là, aujourd'hui, tu penses que tu la revends 40 millions de francs CFA Facile, ouais. Ah ouais, facile. Ah oui, ouais. Par rapport à la localisation, hein, et comme je dis, la démographie, la croissance. Ouais, qu'il y donc a c'est énorme quand dans même, ce les côté-là. plus-values Ouais. les plus-values potentielles. Ouais. Ok. Ça, c'est la force en Afrique. Et C'est surtout sur la Et alors, plus-value. petite question par curiosité, tout à l'heure, tu as dit, on va y venir à ce premier souvenir, mais tu disais, c'est pas possible d'emprunter en Afrique, enfin, où j'ai cru comprendre ça. Ça veut C'est dire difficile. Ok, Difficile. monsieur et madame tout le monde, comme nous on le fait aujourd'hui en France, t'es salarié, entrepreneur, tu l'as dit, Mhm. t'as tout un tas d'activités, tu peux accéder au crédit. Mhm. C'est pas des plus faciles, mais c'est quand même relativement accessible pour un nombre Oui. de personnes important en Oui. France. Tellement. Au Togo, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Non, au Togo, en fait, les banques ont, je sais pas, cette crainte-là que les gens ne payent pas et ont du mal tu vois, en France, par exemple, tu sais qu'ils ont leurs critères de risque. Oui. Et sauf qu'au Togo, leurs critères de risque, quand ils finissent la page, il n'y a pas grand monde qui rentre dedans. Ok. Donc, c'est très compliqué d'avoir des crédits immobiliers. Et quand tu arrives à l'avoir, en fait, c'est jamais sur 20 ans. Moi, je me rappelle, mon papa, quand il faisait ses crédits, c'est 7 ans, c'est 10 ans, et tu as des taux autour de 7-8%, des Encore fois aujourd'hui 10%. Oui, encore aujourd'hui. Donc, le crédit immobilier n'est pas quelque chose qui est développé. Et très souvent, je ne sais pas si tu as déjà fait l'Afrique, des fois, tu peux voir que quelqu'un a commencé à construire, Oui. et puis tu vois Il a 2 pas ans terminé. après. Voilà, Ouais. exactement. Mais C'est parce alors- qu'il fonctionne en fonds propres, en fait, la plupart du temps. Ah, alors moi, on m'avait dit, alors je suis surtout allé au Maroc ou en D'accord. Tunisie, Ok. on m'avait dit, alors du coup, c'est peut-être pas vrai, mais on m'avait dit que les gens, ils construisent une maison et ils terminent pas parce que comme ça, ils payent pas la taxe foncière. Oh! Ça, c'est pas vrai? C'est Bah, une légende? peut-être en Tunisie, mais Ok. nous, en Afrique de l'Ouest, c'est pas tant la question. C'est plus, nous, le fonds propre qui fait que les gens, ils construisent, ils arrivent à un certain niveau. Et après, ils font pause parce qu'il n'y a plus de sous. Ouais. Ils vont rechercher de l'argent pour finir la construction, quoi. Mais je pense que peut-être que chaque Donc pays, l'immobilier au Togo sont- n'est quasiment pas financé par le crédit. très souvent pas. En tout cas, l'immobilier des particuliers, L'immobilier des particuliers, très souvent, c'est en fonds propres. ah, c'est fou Très ça. souvent en fonds propres. Et justement, la stratégie que les gens adoptent, c'est d'acheter du foncier. Ouais. Comme je t'ai dit, le foncier prend de la valeur. Ouais. Donc, genre, tu commences à acheter plutôt comme moi j'ai fait un peu. Au lieu d'acheter 300 mètres carrés, peut-être que tu as acheté, je sais pas, 1 hectare, hein, Ouais. qui fait pas mal. Et avec le temps, tu fais des divisions parcellaires. ok D'accord. Tu vends une partie de ton foncier Et ça te permet de pour construire. construire. Voilà. Oui, parce que Ça, c'est une si on stratégie, réfléchit sur un projet, notamment ta maison aujourd'hui, si elle vaut 40 millions de francs CFA et qu'elle est louée 150 000 francs CFA par mois, et que tu me dis que tu as 8% de taux de crédit et qu'en plus c'est compliqué de l'obtenir, ce qu'on fait en Tu vois, France, voilà. au Togo, c'est quasiment C'est impossible. parce qu'on et tu comprends pourquoi est-ce que quand j'ai compris ça en France, ben moi j'ai pas lâché. Hein. J'ai foncé parce que je connais, je sais d'où je viens en fait, et je sais comparer rapidement. Donc c'est pour ça que l'immobilier, moi, c'est là où il faut être. En France, c'est France. intéressant parce que du coup, tu as une vision avec deux pays différents. Exact. On s'en rend pas souvent compte, mais on a quand même une chance extraordinaire. Extraordinaire. Et je le dis sur mes réseaux, je le dis tout le temps. Tout le temps, c'est une chance que beaucoup de personnes ignorent. Après, quand tu es né en France, bon, bah, Tu t'en rends pas trop tu compte t'en en rends fait. pas compte. C'est logique. Hein. Ouais. Si t'es pas sorti un peu, si t'es pas allé voir comment ça se passe dans d'autres pays, t'as pas la notion. Mais pour quelqu'un qui vient comme moi de l'extérieur, et j'ai eu cette chance d'être dans une famille qui avait l'esprit investisseur, donc j'ai pu voir ce que mon papa a fait, et j'ai pu comparer, et ce que moi-même j'avais fait, puisque quand j'étais étudiante, j'ai voulu construire chez moi, et je savais que je pouvais pas avoir de crédit, donc j'ai fonctionné autrement. Donc ouais, c'est une chance ce qu'on a en France. Et par souvent, on rapport au compare crédit. en plus avec des pays frontaliers et qui ont souvent pas les mêmes conditions. Souvent, on se dit, Déjà. ah bah nous, on a un taux fixe, c'est vrai qu'ils ont un taux variable. Ah oui. Mais le truc, c'est que dans certains pays, tu peux même pas emprunter, ou alors les Ouais. taux d'emprunt Ouais. sont tellement importants que finalement, le rendement locatif, tu t'y retrouves pas. C'est ça. C'est vrai que nous, en France, tu peux même utiliser un différé bancaire. Enfin, tu as des Mais avantages. carrément, mais en- carrément. En fait, tu sais, j'en parlais hier avec un de mes investisseurs. Je lui demandais, on faisait tu sais, des témoignages comme tu dois faire, j'imagine, pour les formations. Moi, c'était Ouais. sur de la partie clé en main, sur l'activité qu'on a. Et en fait, on en parlait. Et lui est entrepreneur. Et il me disait, mais aujourd'hui, c'est vrai que le jeu de la France, c'est vraiment très centralisé sur l'immobilier. Et c'est un levier extraordinaire Extraordinaire. pour s'enrichir. Oui. Et
C'est vrai qu'il n'y en a pas 15 000, mais celui-là, il est très important. Et si tu l'utilises bien, tu peux faire des trucs vraiment sympas. Et ça peut te permettre de développer un patrimoine véritablement conséquent et de pouvoir changer de... Alors, c'est sur du long terme, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses dans ton quotidien. Dans ta vie, oui, complètement. Hein. Ça peut te ramener une sérénité financière, voire une liberté financière incroyable. Est-ce que ce qui se passe au Togo, est-ce que c'est pas unique au Togo? Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont... Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Okay. Aujourd'hui, par chance, on dira, comme j'accompagne pas mal de personnes, j'ai des personnes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, c'est exactement pareil. Le foncier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc des gens qui aujourd'hui sont français, qui viennent de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, comme toi, tu viens du Togo, et qui investissent en France, et qui te confirment que les conditions de crédit sont les mêmes dans leur pays. C'est pareil. Et donc, du coup, ils voient l'opportunité en France davantage par rapport au... Ok. Bon, exactement. Et d'ailleurs, du coup, la stratégie qui est pas mal, c'est justement de profiter de cet effet de levier en France qu'on n'a pas ailleurs et d'investir dans l'immobilier et d'utiliser, par exemple, une stratégie comme avoir les différés de remboursement où là, pendant 2-3 ans, tu ne payes pas encore la mensualité des crédits. Tu te fais un gros cash. Avec ce cash, tu fais quoi? Tu vas investir dans le foncier en Afrique parce que là-bas, tu sais que tu vas quadrupler. Tu vois, c'est ça, en fait. Tu vois, il y a des stratégies. Il y a plein de trucs à faire. Voilà. Donc même encore aujourd'hui, du coup, en Afrique, il y a des opportunités de croissance relativement importantes. Complètement. Moi, il n'y a pas plus tard que... c'est un scoop aussi, parce que je ne parle pas de mes investissements en Afrique en temps normal, hein, c'est vrai. C'est gentil, alors. Il y a 1 mois et demi à peu près... Non, c'était au mois d'août, exactement au mois d'août, début août. Mon papa qui m'avait envoyé, justement, il a trouvé un très bon coup, genre à 1h20 à peu près, de la capitale. Et c'était 5 hectares. Et l'hectare se vendait à 2 millions. Donc l'hectare, je parle d'hectare, je ne parle pas du mètre carré, qui se vendait à 2 millions de francs CFA, donc ça fait 3 000 euros l'hectare. Donc un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 50 000 mètres carrés. 50 000 mètres carrés à 2 millions de francs CFA, sachant que là où se plaçait, c'était en bord de route et c'était l'intersection entre 2 villes, en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette route et c'est juste à côté. Et nous, quand tu es positionné à côté de voies, en fait, tu es en première ligne et c'est là où ça prend de la valeur. Ça peut faire du x10 en 5 ans, ça peut... Parce que du coup, si je comprends bien, il n'y a pas des routes partout et donc quand tu as une route principale qui se crée, tout de suite, ça crée une valeur énorme pour le secteur. Et justement, ce terrain-là, par exemple, il est juste au bord d'une voie qui se crée entre 2 villes. Donc là, ils sont en train de le faire. Voilà, ils sont en train de le faire. Ils ont déjà tracé la route. Pour l'instant, du coup, tu l'as acheté ou pas alors? Et du coup, je l'ai acheté, mon cher. Je l'ai acheté. Direct. T'as bien fait. Et du coup, c'est quoi alors? Tu as un projet peut-être d'aménagement que tu réaliseras, de lotissement? En fait, sur cette parcelle, par exemple, il y a des tecs, du bois, des tecs. Et pour te dire, si je vendais ces tecs aujourd'hui, j'ai rentabilisé, c'est-à-dire j'ai payé mon terrain, quoi. Les 5 hectares, je les ai remboursés. Tu vois, j'ai acheté à 10 millions de francs CFA. Donc si je vendais les techs, parce qu'il y a des techs partout, enfin sur les 5 hectares, tu imagines ce que ça peut représenter. Et puis c'est des techs qui ont bien poussé. Alors les techs, c'est quoi? C'est des arbres? C'est des arbres en fait qu'on utilise pour faire des mobiliers. D'accord, ok. Voilà, c'est très répandu en Afrique, mais même ici en Occident, en France, on utilise aussi du tech pour faire certains mobiliers, en fait, de salon, de jardin. Et alors les vendeurs, ils n'avaient pas conscience de tout ça? Tu sais, dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est sûr. À savoir pourquoi les gens vendent. Et parfois, les gens vendent parce qu'ils ont des urgences, l'âge, ils ont besoin d'argent, tout simplement, à l'instant T, et ils en ont besoin urgemment. Et ce qui fait qu'on peut faire de très belles négociations, surtout quand on a du cash. Tu vois, c'est genre cette opération, elle s'est faite en 1 mois, c'est-à-dire t'as pas les conditions comme nous en France, tu passes devant un notaire quand même, il y a l'équivalent. Tu passes devant un notaire, toujours. Tu vérifies les informations au ministère qui s'occupe du foncier pour voir s'il n'y a pas de litige et tout ça. Ça, c'est pareil, ça se fait pareil. Par contre, la signature, il n'y a pas des histoires de préemption de mairie, on ne connaît pas ça. Tu vois, donc une fois que tu as du cash et une fois que les vérifications sont faites en amont, que le terrain est safe, t'achètes. Et du coup, toi, à terme, tu comptes faire les deux un petit peu, continuer à être en France et être un peu au Togo à investir, ou c'est juste que là, l'opportunité s'est présentée et tu l'as saisi? C'est une très bonne opportunité, là, tout de suite. C'est un terrain que je vais garder, même si j'ai de très, très belles idées, faire des écolos, tu vois, des hôtels un peu dans la nature. Moi, j'adore ça, avec des constructions en terre cuite, enfin, pas du ciment, quoi, mais vraiment un truc typique africain pour partager une expérience avec les voyageurs, quoi.
qu'ils ne verront pas autrement très souvent, tu vois. Les hôtels de luxe, les gens les connaissent très bien en Occident. C'est pas pour venir chez nous et rester dans des hôtels pareils de luxe. Là, ça sera du luxe à l'africaine, tu vois. Donc ça, c'est une idée, un projet long terme que j'ai et je sais que je le ferai. Ça, c'est un terrain typique pour ça parce que c'est hyper vaste. Ouais. Bah, je vends la moitié et je garde 2,5 hectares. T'inquiète que j'ai de quoi faire ce genre de projet. Donc plutôt pour l'exploitation. Voilà. Alors c'est pas tant une opération d'achat-revente. Non, c'est pas tant. Non, pour l'instant, c'est pas ça. Mais je te cache pas que ça peut évoluer parce que comme je t'ai dit, c'est au gré des opportunités. Hein. Tu saisiras l'opportunité qui se présentera. Je saisirai, voilà, ça je sais faire. Je saisis les opportunités à chaque fois. Donc, bon, ça nous fait une belle introduction. Yes. C'est quoi ton... Alors, est-ce que ton premier souvenir d'investisseur, c'est celui du Togo ou est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu faisais d'autres investissements? Tu as un autre souvenir d'entrepreneuriat auparavant? Alors, avant quand même 2010-2011, non. J'étais étudiante, j'étais occupée aux études. Quand tu étais au Togo, t'as pas eu, je sais pas, t'as pas lancé un petit business, tu vendais des t-shirts ou j'en sais rien. Je vendais, franchement, t'es fort toi quand même. J'avais même oublié, c'est vrai, quand j'étais, après mon bac, comme j'ai dit, j'ai fait un DUT, donc un bac plus 2 avant de venir, et je me rappelais que je vendais du maquillage, des crayons, tu vois, à la pause. Même aux mecs de ma promo, parce que je leur disais, prenez pour votre meuf, elle va être contente. Et tout, donc je vendais des rouges à lèvres, gloss, et puis des crayons pour se maquiller, quoi. Enfin, après, j'ai vendu un peu de bijoux aussi. C'est vrai, hein. Franchement, ça fait longtemps que je... Donc, tu avais un peu de business au Togo avant de... Oui, voilà, en tant qu'étudiante vite fait, mais ouais, effectivement, je faisais ça. Ok. Bon, alors du coup, t'as pu... c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est quand même deux cultures différentes, quand même, j'imagine. Oui. Alors qu'ils sont assez réunis par la langue, si je comprends bien. Exactement. C'est la langue officielle, le français, au Togo? Le français, okay. Exactement. Donc ça aide quand même, j'imagine. Et du coup, ça t'a permis de lancer donc, sur des études. Ça, c'est plus une question par curiosité personnelle. Est-ce que aujourd'hui, puisqu'il y a un développement différent au Togo, est-ce qu'aujourd'hui, c'est classique de faire des études comme toi, t'as fait, ou ça reste quand même une exception et c'est très rare d'avoir ce type de parcours? Avant qu'on vienne sur la partie... c'est classique? Oui, c'est classique. Après moi, il y a mes frères qui sont venus. Hein. Moi, je suis l'aîné de 4 enfants. Ok. Et mes 2 petits frères sont aussi là. Donc, et c'est pas les seuls, hein, c'est autour de moi. Enfin, c'est classique de faire ce parcours-là, clairement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ok. Pour le coup. Et souvent, c'est la France qui est choisie ou c'est... Un peu moins aujourd'hui, j'avoue. Ok. Beaucoup le Canada. Moi, j'ai des cousins aux États-Unis aussi. Depuis 2-3 ans maintenant, voilà, États-Unis, Canada, et puis la France qui retombe un peu. Voilà. Mais, ouais. T'as une idée pourquoi ou... Bah, probablement parce que la France a resserré les conditions pour venir. Ils demandent beaucoup plus de caution. À mon époque, il me semble que c'était 4 500. Il fallait mettre ça sur un compte d'euros pour dire que voilà, tu as de quoi survivre sur une année. Maintenant, il me semble qu'ils sont montés à 8 000, un truc comme ça. Donc, en fait, ils resserrent un peu les conditions pour venir. Et puis, bon, il y a ce climat politique, il ne faut pas croire. Hein, à l'étranger, tout le monde suit de tous les pays. C'est vrai, tout le monde suit tous les pays. Toute l'actualité de tous les pays, si tu es un peu curieux, tu suis. Et c'est vrai que le climat fait que les gens se disent, ouais, peut-être que les Noirs sont moins bien accueillis. Donc, ils ne veulent pas... Voilà, tu vois, parce qu'on voit la France autrement finalement, de l'extérieur. Le Togo, comme la France va regarder constamment les États-Unis en regardant ce qu'ils font. Exactement, voilà. Et nous, on va regarder la France, ouais. Okay. Si c'est pour être mal accueilli ou qu'on me jette des pierres. Tu penses que c'est la vision prendre la place. Tu penses que c'est aujourd'hui la vision de certains, oui. Oui, oui. C'est pas que je pense, c'est sûr. C'est la vision de certains, ce qui fait qu'ils choisissent d'autres pays qui, justement... On voit que ils accueillent peut-être mieux ou voilà, il y a moins d'histoire quoi par rapport. Est-ce qu'il y a une déception quand on arrive en France ou pas par rapport à l'image qu'on s'en fait ou t'as pas été déçu? Grave. Mais pourquoi? Je pensais qu'on allait parler investissement. Ah ben on y va, on a le temps. Je t'ai dit on a 1h30 donc on va en parler. En fait, tu vois, quand tu n'as jamais voyagé comme ça et tu vois à la télé, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias aussi jouent de gros rôles, et tu vois la Tour Eiffel, tu vois tout le monde de gens, tu as l'impression que dès que tu arrives en France, en fait, pas tu deviens riche, mais tu augmentes en gamme de vie. Ouais. En fait, c'est pas ça. Et tu vois pas aussi le côté où les gens sont sociables, mais chacun reste dans son coin, alors que nous, on connaît pas, tu sais, on est très dans la communication, très dans le sociable. Bien sûr. Ouais. Et ici, non, en fait, chacun est dans son coin. Hein. Ouais.
chacun est dans son coin. Genre, la claque que je me suis prise, la première année, j'étais malade, j'étais seule, parce que moi, j'avais pas spécialement de famille ici, hein, quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais purée, quoi, j'ai des voisins, mais je peux mourir, en fait. Il y a personne qui viendra me demander, personne va toquer à ma porte, en fait. Moi, c'était un gros choc pour moi de me rendre compte que vraiment chacun Chacun pour soi. Chacun pour soi, vraiment. C'est une culture beaucoup plus individualiste que celle du Togo. Exactement. Okay. C'est plus individualiste Parce qu'au Togo, que chez nous. Il y a des gens qui viennent toquer chez toi, oui, tes voisins. Oui, okay. Pendant les fêtes, ton voisin peut cuisiner et venir dire ah, vas-y, on mange et tout. Ou le matin, le voisin, tu le salues, alors ça va, et les enfants. Tu prends 5 minutes pour ça. Ça va, la maison et les enfants, tout va bien. Genre, tu parles, quoi. Okay. T'essaies vraiment de voir comment va l'autre. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ici, c'est voisin de palier, parce que j'étais étudiante, donc j'étais dans une résidence, genre pour étudiants. C'est bonjour, bonjour, et puis bon, bah voilà, quoi. Et aujourd'hui, vu que t'as les écouteurs, et aujourd'hui, c'est pire. En fait, c'est pire que quand j'étais arrivée. Ouais, c'est ça. T'as les écouteurs, et bonjour, la personne ne te répond même pas. Ouais, c'est parce vrai. qu'elle n'a pas entendu. Ouais, alors, après, pour le coup, je sais pas si t'as la même analyse que moi, mais c'est plus vrai peut-être à Paris que dans d'autres villes en France. D'autres villes en France. Plus tu vas dans la campagne, plus il y a quand même de communication entre vrai. les personnes. C'est vrai. Ok, donc du coup, alors après, t'arrives en France, tu fais cet investissement au Togo, tu termines tes études en France, donc à l'ENSA. Ouais, et l'INSA ou l'ENSA? L'INSA, pardon. L'Institut national des sciences appliquées. Ok, tu fais l'INSA, et puis ensuite, du coup, tu commences une carrière en tant qu'ingénieur? Exactement. Ok, voilà. Sur Paris? C'était à Marne-la-Vallée, donc dans le secteur. Quoi. Voilà, et tu travaillais à Disney? Non, pas du tout. Okay. Non, je travaillais pour EDF dans la production d'énergie nucléaire. Il y a un gros parc EDF à Marne-la-Vallée aussi, non? En fait, ils ont de grands bureaux d'ingénierie, justement, juste à côté. Tu sais, c'est l'arrêt Val d'Europe. On était et Disney, c'est juste l'arrêt d'après. Ok. C'est ça. On a un gros pôle là-bas. Tu vois, j'ai toujours ce truc-là d'appartenance. EDF a un gros pôle là-bas. Ok. Exactement. Donc, du coup, tu as travaillé pendant quelques années à EDF. À EDF, oui, c'est ça. J'ai quitté EDF, c'était 2021, il me semble. Quand tu as lancé la formation, du coup. C'est ça. Ok. En vrai, j'ai commencé en 2020 un peu la formation. Et c'est en 2021 que j'ai vraiment eu vraiment pas mal de résultats. Et donc, en octobre 2021, du coup, j'ai quitté EDF. C'est marrant parce que toi, tu fais... tu sais, il y a un écosystème des formateurs où tout le monde se connaît un peu. Et toi, tu as fait partie des personnes que j'ai découvert justement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je t'ai jamais vu à des événements, à des soirées, etc. Alors que pour autant, tu fais beaucoup de volume. On y viendra après. Tu formes beaucoup de gens, etc. Ouais. Et c'est fou parce qu'on te voit jamais... Enfin, ou en tout cas, moi, je t'ai jamais vu à des événements. Je sais pas si tu communiques des fois avec d'autres formateurs IMO sur les sujets, je communique avec d'autres formateurs. Je fais des événements aussi, mais j'en fais moins, en fait, que la plupart. Voilà. Parce que mon agenda de vie fait que j'en fais moins, c'est vrai. Ouais. Mais j'en fais quand même. C'est pas t'es là pour faire... Tu fais ton activité et... C'est ça. Je fais mon activité. J'aime aussi rencontrer des gens. Donc, je fais des événements. Tous les ans, je fais des événements. Mais tu vois, tu vas pas me voir dans 5 événements la même année. Quoi. J'en fais 2, 3 maximum, tu vois. Et Célie, je me suis battu pour l'avoir. Hein. Ça fait la 3e fois. Hein. C'est mérité de l'avoir ici. Hein. C'était pas facile de t'avoir. Hein. Désolée, franchement. T'en fais pas souvent des podcasts? Non. Je crois que ça, c'est mon 3e podcast seulement. Ok. Ah oui, t'en fais pas souvent. Non, j'en fais pas souvent. Okay. Et les 2 autres, je les ai faites même je crois que c'était en 2023. Ah oui. 2024, je crois que c'est le premier podcast que je fais en 2024. Bon, j'ai bien fait de me battre alors. En physique, t'avais fait ou en visio? En visio, j'avais fait les 2 précédentes. C'est ton premier physique alors? Ouais, c'est mon tout premier physique que je fais. Ah, bon, bah c'est bien. Ouais. Tout premier physique. Ouais. Oh, tu me diras ce que t'en as pensé à la fin alors. En 2015, du coup, donc tu termines tes études en 2013-2015, c'est ça? 2013, je commence à travailler. Je termine, j'avais eu mon embauche était tombée avant la fin de mes études. Okay. Et donc, dès que j'ai fini 2013, moi, j'avais commencé déjà à travailler directement. Ok. Chez EDF. Tu lances, du coup, tu commences à travailler à Marne-la-Vallée à EDF. Et donc,
t'as vu que ton premier investissement au Togo fonctionnait, Ouais, et tu t'es dit, je vais faire la même chose en France, quoi. Et je me suis dit, rien du tout, je vais d'abord acheter ma résidence principale, tranquille. Et moi, par contre, tu vois, comme je t'ai dit, c'est peut-être une chance d'être dans une famille où on a cette notion d'investissement, parce que quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai voulu tout de suite acheter ma résidence principale. Sauf que, comme je t'ai dit, rappelle-toi, j'ai fait un crédit conso pour construire au Togo. Ouais, donc la banque m'a dit, madame, vous allez attendre. Ok. Donc, j'ai pas pu le faire, et ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé avec mon mari, parce que je suis mariée, et qu'on a pu du coup acheter ce terrain-là et faire une construction qui s'est terminée en mars 2017. En fait, on est rentré dans notre maison en mars 2017. Ah, donc, tu as fait construire une maison individuelle aussi en France? Oui. Donc, 2 projets de construction? Oui. Ok. Pas le plus simple pour commencer en plus. Pas le plus simple, mais franchement, ça a été vraiment super. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, prenez le temps de sélectionner les personnes avec qui vous allez travailler. Parce que par exemple, notre constructeur ici, certes, c'était pas le moins cher, mais quelle paix. Je veux dire, ça a duré parce qu'un projet de construction, ça dure. Ça met 12 mois si tout va bien et un peu plus. Mais quelle paix, quoi. Et je tiens beaucoup à cette paix-là à chaque fois que je fais quelque chose. Et puis finalement, ça peut coûter un peu plus cher sur le moment, mais sur le long terme, ça change pas grand-chose. Voilà, en fait. C'est une maison qui n'a pas de fissures, qui n'a pas de problème, tu vois, n'a pas de vis cachés. T'habites encore là-bas aujourd'hui? Oui, j'y habite aujourd'hui. Donc et c'est une maison qui a pris de la valeur. C'est la maison que tu as en résidence principale. C'est ça, et voilà, donc, c'est ça. Les investissements, c'est les investissements immeubles de rapport. Immeubles de rapport, exactement. Ok. Exactement. Donc du coup, tu fais cette première maison, tu habites dedans. Donc, alors juste pour qu'on comprenne, quand ils disaient le remboursement du crédit conso, c'était plus, ils attendaient que les loyers tombent en face par rapport au Togo pour qu'elle soit terminée, la maison, ou non, t'as dû rembourser mais est-ce que j'ai dit que c'était pour... Toi, tu vas me faire des problèmes en vrai. On coupera si tu veux, s'il y a des choses qui vont pas. Pourquoi? En vrai, j'ai pas dit à la banque exactement ce que j'avais fait avec cet argent-là. Okay. Eux, ils ont compris que c'était un crédit conso, et puis c'est tout. Mais moi, je savais que j'avais fait de la construction. Ok. J'ai pas déclaré spécialement. Bon, après, c'était un petit montant. C'était quoi, 20 000? Ouais, voilà, c'était un petit montant. Ça se trouve, t'as même déjà remboursé aujourd'hui. Donc, oui, bon, ça, c'est fait. Oh, non, mais je l'ai remboursé en 2 ans. J'avais pris un crédit. Ah, t'as remboursé en 2 ans? Oui, okay. Oui, parce que bon, j'étais ingénieur, je sortais. Donc, moi, voilà, crédit conso, c'est pas quelque chose que j'aime. Hein. J'affectionne pas les crédits conso. Donc, j'avais fait en sorte de rembourser, je crois même par anticipation. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais en 2015 pour demander un crédit IMO, c'était torché, quoi. Okay. J'avais remboursé ça très vite. Hein. Ok, donc tu as fait ce crédit IMO, tu as fait cette résidence principale, mais du coup, là, à ce moment-là, tu n'as pas forcément l'état d'esprit d'investissement locatif. Tu veux faire ta carrière chez EDF, j'imagine? Exactement, j'avais déjà un plan de carrière. Je savais que je devais finir sur les centrales nucléaires en tant que chef d'exploit. Tu vois, non, mais vrai, hein. Vrai, moi, j'ai toujours cette vision-là quand je rentre dans un trou, ouais, je veux faire ça. Bah, en fait, c'était déjà tout planifié, sauf que en 2018, tu vois, 2015, tranquille, on rentre dans la maison 2017. En 2018, je rentrais de congé mat de mon 2e enfant et c'est une frustration qui m'emmène au locatif, en fait. J'ai demandé une augmentation de salaire à mon chef. Donc, tu sais, quand tu pars en congé mat, tu fais le point, il te dit, waouh, c'est super ce que tu as fait. Non, t'inquiète, c'est bon, tes 2 NR, on va te les donner. Je reviens fin 2018. Et le monsieur me dit, tu sais, on n'a pas eu une grande enveloppe, c'est compliqué, tu vois. Il te parle même des autres, celui-là est plus âgé que toi, des trucs no sens. Je dis, ok. Donc, en fait, mes 100 balles, parce qu'on parlait de 100 euros quand même. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, j'en rigole. Mais à l'époque, j'en rigolais pas. Hein. Et quand il me dit non, je dis, ok, d'accord. Mais du coup, comment je fais? Parce que souvent, tu planifies déjà sur de l'argent que tu n'as pas. Ce qui est une erreur, je l'avoue. Mais c'était comme ça. Et donc, j'étais en mode, mais ouais, en fait, il faut que je trouve ces 100 euros quelque part. Parce que pour moi, c'était tellement déjà acquis. Que je ne comprenais pas, en fait, que je ne puisse plus les avoir. Donc, grosse frustration. Et je décide de regarder comment on fait pour avoir d'autres revenus sur Internet. J'ai tapé le fameux mot « Comment avoir des compléments de revenus ?» Et je suis tombée sur des vidéos parlant immobilier. C'était ça ma première rencontre avec ce monde. Si tu as regardé à 2018, t'avais peut-être Olivier Seman? J'avais... Bah oui. On l'a reçu sur le podcast. Ah ouais? Coucou Olivier, tu fais partie des premières personnes. Il a aidé beaucoup de monde au départ. Ah ouais, franchement, ouais. Moi, j'avais regardé ses vidéos et tout. Ça me parlait. En plus, comme j'ai dit, moi, j'ai une historique
personne qui fait du foncier, tu vois. On connaissait ça déjà depuis chez moi. Mmh. Donc, waouh, on peut gagner de l'argent avec. En plus, moi, je pensais que comme j'avais ma résidence principale, je ne pouvais plus avoir de crédit, tu vois. Et là, on me dit, bah non, en fait, non, c'est pas un souci. En fait, tout dépend de l'endettement et tout. Donc, c'est là où je commence à découvrir le monde de l'investissement immobilier. Tu avais une base finalement qui s'était construite toutes ces années avec l'éducation, Que j'avais, voilà. les discussions avec ton papa, j'imagine, C'est etc. ça. C'est ça. Et donc là, d'un coup, hop, ça a fait... cette frustration a fait que tu y allais. Et... C'est ça. À en savoir plus. Bon, évidemment, je suis tombée aussi sur du dropshipping que j'ai fait un peu. Hein, mais tu as fait aussi du dropshipping. Tu as fait d'autres stratégies à côté. J'ai fait d'autres stratégies. Et c'est pour ça que je dis que l'immobilier, c'est là où il faut être. C'est pas pour rien. C'est que j'ai testé. J'ai testé. Et le truc qui marche vraiment, c'est l'immobilier. C'est ce qui marche vraiment et qui demande finalement moins de temps avec le recul. Parce que le dropshipping, franchement, c'est un métier. C'est un métier. Tu vois ça, là, le porteur de téléphone, là, c'est mon produit dropshipping. Ok. Et je l'ai gardé, ça me fait des souvenirs comme ça, des choses que j'ai essayé de vendre. Ah, c'est vrai. Donc, je connais ça aussi, mais c'est un... T'as gagné de l'argent ou pas avec ces autres activités ou finalement... J'ai pas gagné grand-chose. Hein. Non, franchement, j'ai pas rentabilisé comme on peut le dire. Peut-être que je m'étais mal prise, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui réussissent très bien dans le e-commerce comme ça. Et aussi, comme je dis, c'est toujours lié à mon mode de vie. Moi, j'ai des enfants à l'époque encore, ils étaient encore en très, très bas âge. Donc, aller chercher le produit, faire la pub, envoyer, regarder si le fournisseur... En plus de ton job chez EDF. En plus, j'étais chez EDF, tu vois. Tu pouvais pas tout faire. Je pouvais pas tout faire. Tu vois. Et l'immobilier est venu comme, tu vois, ça complétait bien mon milieu, c'est-à-dire mon train de vie. Je fais mes visites à fond. En fait, tu te donnes à fond pendant un temps, après, c'est plus tranquille. Tu vois, alors que le dropshipping, c'est pas... Tu te donnes tout le temps. C'est vrai que c'est l'avantage de l'immobilier, c'est que si tu as une personnalité où tu vas être un peu en dents de scie sur ta motivation parfois, hop, tu as un pic de motivation, tu vas te donner à fond, et après ça tombe tout le long de ta vie. Et après, voilà, c'est ça. Et tu n'es même pas obligé de prendre des biens avec énormément de travaux, tu vois. Ça peut te prendre 2 mois à faire les travaux. Après, tu mets en location. Et puis après, tous les mois, toi, tu reçois ton truc. Ouais. Alors que le dropshipping, c'est en dents de scie déjà. Un jour, tu peux faire des ventes. Et là, genre, tu vois, les citations à son paroxysme. Et puis le lendemain, tu sais pas, c'est la même pub, même créative, mais ça fonctionne pas de ouf. Donc, tu as fait ça quoi sur l'année 2018-2019 ? Oui, c'est ça. J'ai fait ça surtout 2018, j'ai fait beaucoup ça. Début 2019, j'étais aussi dans le dropshipping. Et après, à partir de juillet 2019, déjà, j'étais sortie complètement du dropshipping pour me focus uniquement sur l'immobilier. Et ce qui a achevé de me faire cette concentration, c'est que j'ai discuté avec un collègue. Et je lui disais justement, je m'intéresse à l'immobilier et tout. Il me dit, mais tu connais tel ton collègue? Il m'a donné son nom. Ouais, mais non, il est au Maroc avec sa famille parce que sinon il va payer trop d'impôts tellement qu'il a des biens immobiliers qui lui rapportent en France. Et moi je dis, quoi? Répète, on peut faire ça? Il me dit, oui, va voir et tout. Du coup, il me motive, je te promets. Et ce soir-là, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, bon là, on va investir dans l'immobilier. Non, c'est bon. On investit dans l'immobilier. Et Dieu faisant bien les choses, il m'a dit, OK. Et donc ça a été le deuxième déclencheur. Tu avais une source d'information pendant 6 mois où tu consommais du contenu vidéo, etc. Et là, d'un coup, ça t'a déclenché. Et ça m'a déclenché. Premier achat en 2019, c'est ça? Premier achat, alors... Compromis de vente en 2019. Premier achat, du coup, troisième achat, puisqu'en réalité, tu avais acheté une fois. Oui, c'est vrai, j'ai acheté... Voilà. Mais premier investissement locatif voilà. fait en France. En France, exactement. Immeuble de rapport, on a signé le compromis de vente, c'était, je crois, novembre 2019. Okay. Et puis, février 2020, on a signé l'acte authentique de ce premier immeuble de rapport. Ok, c'était quoi? C'était où? C'était en Bourgogne, dans la Nièvre, dans une ville qui s'appelle Nevers. Ok. Et donc, c'est un immeuble de 5 lots. Il y avait un lot qui était loué, les 4 autres qui nécessitaient du rafraîchissement. 155 000 € l'achat et 55 000 € de travaux pour cet immeuble-là. Ok. Tu vois. Et aujourd'hui, un loyer à 2 380 €. Voilà. Donc et un plus crédit qu'autofinancé. Oula, oui. À l'époque, tu étais à 1 ou 2% de... À l'époque, on était à combien sur celui-là? Je crois qu'on avait eu du 2,20, il me semble, sur ce premier investissement. C'est bon, c'était en 2020. Et les autres étaient encore mieux en termes de taux après. Ok. Et donc après, du coup, tu as vu que ça fonctionnait, que tu louais assez facilement, j'imagine. Et du coup, tu t'es dit, je vais en acheter d'autres? Ouais, c'est ça.
Donc, tu as acheté quoi? 2019, 2020, 2021? Attends, Ah, ce premier immeuble de rapport, comme je t'ai dit, on a signé son compromis en novembre. Ah oui, novembre 2019, pardon. Novembre 2019. Le deuxième compromis, il me Mais semble... du coup, alors, ça veut dire que tu as fait, pardon de te couper, mais tu as fait les travaux pendant le confinement, alors? Bah, alors, attends. Ouais, c'était ça. Tu as signé C'était l'acte ça. authentique en février 2020. 2020, ouais, c'est ça, 2020. Ok. Et donc, on a fait les travaux. Et bon, après, en termes de... Nous qui étions propriétaires, tu pouvais donner ta fiche, je me rappelle, et puis tu partais, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est ce que je voulais te dire, c'est que ce premier compromis-là, c'était pas le seul qu'on a signé en 2019. T'en as signé plusieurs en même temps. Okay. Ouais, on a signé le deuxième aussi. Et ce qui s'est passé, on était dans une époque où les banques étaient disposées à financer. Oui. Donc, avec la même courtière, d'ailleurs, on est passé par une courtière, je lui ai présenté ce projet-là. Et en fait, on signait son compromis fin novembre, toujours en 2019. Et les deux dossiers ont été financés par la même banque. Ok. Donc, février, je signais... Pareil à Nevers, les deux? Non, pas à Nevers. L'autre, c'était dans le Nord. Ok. Donc, février, je signais l'acte authentique 2020, donc l'acte authentique du premier bien avec travaux. Okay. Le deuxième, ce qui s'est passé, en fait, c'était un immeuble de 7 lots et 5 lots étaient déjà loués. Donc, forcément, ça rassure plus les banques. C'est pas le même type de projet, tu vois. Donc, je suis sûre que c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est passé. La même banque a financé le 2. Et en mars 2020, déjà, je signais aussi l'acte authentique du deuxième bien. Okay. En un mois d'intervalle. Donc, pendant le confinement, après, tu as fait les travaux? Fait les travaux. Par contre, ça a duré pour le premier bien. On a fini les travaux en août seulement 2020. Ok. Parce qu'il y a des parties qu'on a fait, moi, la peinture, tout ça, l'ameublement. Ah, t'as fait toi-même? Oui. Ok. C'est une partie, et je me suis découverte en train d'aimer aussi de faire ce genre de choses. C'est fou. Je faisais tout le mobilier là, installer tout le lit, tout ça. Enfin, franchement, belle expérience. Et donc, on a fini début août et on a loué vraiment en une semaine. Hein. En une semaine, c'était parti parce que, comme on dit souvent dans l'immobilier, l'emplacement, c'est ce qui est important. Il faut dire que ce premier immeuble était situé à 5 minutes à pied de l'école d'ingénieurs la plus réputée de la ville. Donc forcément... Tu loues qu'à des étudiants là-bas? La plupart du temps, ouais. Que des étudiants. Ou alors des personnes... Il y a un circuit automobile aussi qui est dans une ville à côté, où parfois, c'est des personnes qui travaillent sur ce circuit automobile. Tu gères encore les biens aujourd'hui ou... Toujours. C'est toi qui gères directement, tout? ouais. Ok. Pas d'agence immobilière. T'as pas voulu déléguer? Non, parce que pour moi, ça ne demande pas énormément d'énergie. Donc, je me vois mal payer un agent immobilier pour ce que je fais aujourd'hui. Si ça ne te demande pas beaucoup de temps, ça va. Ça, ouais, voilà. Pour ce que je fais, non, je ne vois pas. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Du coup, tu as eu deux projets qui ont été faits. Ouais. Les deux autres, tu les as fait dans la foulée, j'imagine. C'est ça. Le troisième immeuble de rapport, ça, par contre, c'est intervenu à fin 2020. On est toujours dans l'année 2020. Octobre 2020, comme ça, on a commencé à regarder. Et ce bien-là a été fait fin 2020, on l'a signé, pour le coup. Et pareil, c'est un immeuble de rapport de 9 lots. Ok. Ouais, à 1h30 de Paris, dans le 45, dans le Loiret. Ah, où ça? Je suis d'Orléans, moi. Ah ouais? À Chalette-sur-Loing, c'est à côté de Montargis. Ok. Ok, ça marche. Donc voilà. Et le dernier, par contre, c'était plutôt en 2022. Ça a commencé à sentir pas bon pour le financement déjà. Ouais. Mais comme je t'ai dit, moi, je fais partie des personnes qui n'abandonnent pas. J'ai eu pas mal de difficultés à le faire. Parce qu'en plus, tu n'étais plus salarié chez EDF à ce moment-là. C'est ça. Ton mari était toujours salarié? Oui. Oui, lui, il a toujours... il est toujours en activité? Toujours. Okay. Voilà. Il est resté salarié. Mais du coup, pour celui-là... Ça l'a pas motivé de voir ce que tu fais de... Non? Ok. Pour l'instant, du tout. C'est vrai? Je pense que chacun a son appel, comme dire. Il y a des gens qui aiment bien leur quotidien et tout. Et puis, il y a des gens comme moi qui peuvent s'ennuyer vite. Moi, j'aime bien quand ça bouge. J'aime bien toucher de nouvelles choses. Je suis très curieuse et audacieuse aussi. Donc, ouais. Pas de regret aujourd'hui d'avoir Zéro. Zéro, mais tellement zéro. Ah ouais? Parce que finalement, quand tu étais chez EDF, tu étais dans une situation qui te plaisait, j'imagine, quand même, malgré tout. Oui, alors, ce qui se passait, c'est que, tu sais, comme dans toute grosse boîte, à un moment donné, tu es sur des plafonds de verre. Ouais. Voilà, tu arrives à un niveau où, pour évoluer, va falloir quand même que tu fasses des choses toi, quoi. Que tu sois un bon toutou, mais moi, dans ma nature, je suis une rebelle de base. Donc, je ne sais pas dire oui quand je pense non. Peu importe qui est en face, d'ailleurs, c'est vrai. Et donc, du coup, ça posait problème. Là où j'étais arrivée, le poste d'après, ce n'est qu'un poste de management. Et je ne pouvais pas occuper un poste de management
parce que je pourrais ne pas être d'accord avec la direction. Et comment je fais? Enfin, c'était logique, même moi je le savais, quoi. Ça peut pas coller. Tu Donc, voyais de qu'il y avait toute des façon, trucs à un moment donné qui n'allaient pas forcément correspondre. exactement. Qui Mais n'allait t'avais pas quand réfléchi à même- l'entrepreneuriat auparavant? Pas du tout. Je savais toujours que j'allais faire autre chose à côté de mon travail salarial, mais voilà, j'étais dans mon quotidien, tu sais, tranquille. Voilà, je voyais les choses au loin, mais voilà, je m'y intéressais pas spécialement jusqu'à ce fameux Déclic, voilà, cette frustration-là d'augmentation de salaire. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais ouais, en fait, avoir un seul patron qui te donne ou pas, tu vois, enfin, quand tu y penses quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'un je suis mec d'accord. au-dessus de toi, Ouais. il est là et il va te dire, bon, en fait, cette année, bah non, en fait, tu gagnes 2000 euros, ok. L'année prochaine, ça sera toujours 2000 euros. C'est le seul qui décide. Peu importe, en fait. Peu importe que tu aies bien travaillé, peu importe. C'est grave quand même quand tu, tu prends du recul Bah comme c'est ça. comme tu dis, en fait c'est une vision. Il faut accepter. Je dirais que ça a des avantages et des inconvénients. Alors pour la partie comme tu l'expliques évidemment, ça semble être que des inconvénients, mais ça a le confort parce que bah on sait quand Ouais. t'es entrepreneur, il faut que t'amènes du business parce Ouais, c'est que vrai. si tu le fais pas au départ, il y a personne qui va le faire. C'est Faut vrai. construire une offre qui permet. Toi, bon bah t'as trouvé aujourd'hui, t'as trouvé les personnes avec qui, enfin tes clients, etc. Donc c'est vrai Ouais. que ça avance bien. Mais au départ, enfin justement, on va y venir. En 2020, quand tu lances, j'imagine que ça marchait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est vrai qu'en 2020, en plus, j'étais en mode partage, tu vois. Parce Ok. que je trouvais à l'époque qu'il y avait très peu de femmes dans ce milieu. J'avais fait Oui. des séminaires. Hein. C'est toujours le cas 2019 aujourd'hui, hein, déjà, malheureusement. Ouais, je trouve que ça a évolué Ouais, il y un en a tout un petit peu, peu, mais... mais tu vois, par rapport à avant, franchement, je suis allée, je peux le dire, à un séminaire de Cédric Anissette en 2019 d'ailleurs. Et on pouvait se compter sur le bout des doigts. Ouais. Tu vois, j'étais dans des groupes aussi Facebook, mais pareil, il n'y avait pas vraiment de femmes. Et donc, je me suis dit, bah en fait, oui, je vais leur parler. Ouais. Elles vont voir que même on peut être une femme, parce que moi, les visites, je les fais seule. Ouais. Voilà, je fais les négociations. Et par contre, mon mari, il intervient une fois que c'est tout cuit. Lui, il fait les travaux, il aime bien les travaux. Il aime bien suivre les chantiers et tout. Donc, il intervient après, mais toute cette phase-là, c'est moi qui l'ai fait. Et ça ne pose pas de problème en face, en fait. Donc, c'était un peu aussi pour montrer aux femmes, vous pouvez le faire, en fait. Les filles, venez. Ouais, bien sûr. Il y a de quoi faire aussi Aujourd'hui, pour les tu femmes. accompagnes plus de femmes que d'hommes? Oui. Ok. En fait, je suis à 75% Femmes? des personnes que j'accompagne qui sont des femmes. Ok. Voilà, aujourd'hui. Après, tu as je suis une très communication contente aussi de ça. qui est orientée pour les femmes, non? Pour les femmes, bah, je pense que moi-même, ça suffit, en fait. Non, c'est vrai. J'ai même pas besoin de communiquer par rapport à elles. Ouais, Mais c'est parce que les gens fonctionnent par identification. bien sûr. Donc, je suis une femme, elle me voit sur des chantiers, elle me voit accompagner des clients, elle me voit faire des baux, parce que je fais les baux, elle me voit faire des états dans des lieux d'entrée et de sortie. Bah ouais, donc elles se disent, bon ouais, en fait... Est-ce que tu as Ça peut est-ce que se t'as une faire. proportion importante de gens qui viennent comme toi de l'Afrique de l'Ouest, genre des gens qui ont vécu, par exemple, qui ont fait leurs études, enfin qui ont vécu de 0 à 18 ans, tu disais Sénégal, Togo, etc. Ouais, et qui Côte d'Ivoire. viennent en France comme toi, tu en as une proportion importante Oui. ou pas tant que ça? Si, quand même. C'est comme je te dis, les gens fonctionnent par identification. Ouais. Donc, plus une personne, quand elle écoute ton histoire, elle se dit, ouh, mais on dirait qu'elle parle de moi, en fait. Mmh. Ouh, ça, c'est moi, ça. Et plus elle va avoir envie de travailler avec toi parce qu'elle se dit, ah, si celle qui a eu un parcours similaire au mien y est arrivée, donc en fait, je peux le faire aussi. Et cette personne, comme elle a un parcours similaire, elle peut me comprendre et donc je peux travailler avec elle. Tu vois, c'est la psychologie humaine. Bien sûr. On fonctionne comme ça un peu tous d'ailleurs. Donc Ouais, tout à fait voilà, d'accord. j'ai une bonne proportion de personnes qui ont immigré en France par la suite, quoi, qui ne sont pas forcément nées ici. Et puis après, il y a des personnes évidemment qui sont nées ici. Et puis il y a des Caucasiens aussi, hein, c'est un mélange. Mais c'est vrai que la grosse proportion quand même, c'est ceux-là. Du coup, tu commences à lancer ça en 2020. Tu Ouais. communiques sur les réseaux. Oui. T'avais Instagram ou t'as lancé ça comme ça J'ai fait YouTube. YouTube au Parce départ? que c'était vraiment le réseau que moi-même je consommais et Ouais. ça reste quand même le réseau que je consomme aussi aujourd'hui d'ailleurs. J'ai lancé YouTube et en parallèle j'ai commencé aussi sur Instagram, voilà. Mais en 2020 je vends rien du tout. Je suis là, je partage, je donne des conseils aux gens, je leur fais même faire des petits coachings de 20-30 minutes gratuitement. Ok. Non, bah, vraiment je vends rien. Ouais. C'est seulement en 2021 Ok. que là, comme j'ai commencé à avoir, et en plus sur YouTube, je crois je devais être à 700 abonnés, un truc comme ça, mais ça a suffi
pour que je leur propose voilà, de me faire... je vais te raconter comment ça s'est passé réellement pour cette formation. Sur YouTube, je fais un petit type form. Je dis aux gens, bah écoutez, je vois que vous êtes très intéressés. J'ai envie de vous proposer quelque chose, mais je veux savoir quoi exactement. Donc, je leur envoie ce type form, des questions, et je leur dis, voilà, répondez. Qu'est-ce que vous avez besoin, en fait? Quelles sont les informations qui vous manquent pour commencer dans l'immobilier? Tu vois, ce genre de questions-là. Combien vous êtes prêts à mettre aujourd'hui sur la table pour vous former correctement à l'investissement? Donc, avec toutes ces informations-là, donc j'ai créé une formation par rapport au retour que j'avais eu de ce type form, quoi. Ok. Avec 700 abonnés. Ok. Et ça a marché. Et tu avais pas mal de réponses déjà dès le début? J'avais eu pas mal de réponses. Et c'est pour ça que moi j'aime bien YouTube, parce que même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, sois-en sûr que tes abonnés sont engagés. Tu vois, c'est des gens qui... La personne ne va pas venir voir 10 minutes de vidéo si elle n'est pas intéressée par le sujet. Bien sûr, tout à fait d'accord. Donc, c'est vrai que les gens étaient dans cet engagement-là. Quand j'ai lancé le Typeform, bon, bah, je crois que j'ai dû avoir une centaine de réponses. Et sur cette centaine-là, à la fin, quand j'ai vendu, j'étais à 30 personnes en 2021. Ah, tu as vendu à 30 personnes formation. Ouais. Là, ok. Ouais. Ah, c'est pas mal pour la première année. Je vendais à 500 balles. Hein. Ouais. Mais c'est un début. Ouais, carrément. Et puis, tu étais toujours chez EDF à ce moment-là. Et j'avais déjà quitté. Non, non, EDF. J'étais toujours chez EDF. J'ai fait ça en parallèle. J'ai créé cette formation en parallèle. Et je me rappelle tellement de comment ça s'est passé, la galère, les enfants couchés, faire ça le soir. Et ceux qui m'écoutent, qui sont dans la formation... Les investissements, etc. Les investissements en parallèle, tu vois. J'étais chargée, comme on dirait. Fallait pas lâcher, là, mentalement. Mais il fallait pas lâcher. Mais une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, très souvent, tu lâches plus. Parce que c'est comme si tu as découvert, tu vois, là où il y a le trésor, là. Donc, tu creuses. Tu le vois, là, vas-y, je creuse. Même si tu es fatigué, tu creuses. C'était un peu ça. Ok. Donc, c'est pas mal, 30 sur un lancement. Hein. Ah oui? Moi, j'en ai vu beaucoup des formateurs. Je peux te dire que 30 sur un lancement, c'est très bien. Hein. J'étais très contente. Et après, j'ai compris que c'est parce que les gens qui me suivaient, bon, ils avaient l'habitude de voir d'autres vidéos. Et là-bas, c'était pas 500 balles. Parce que moi, je leur disais 500 balles. Et ils avaient des séances de coaching pendant 2 mois. Ah ouais. Toutes les semaines, on était en séance de coaching, tu vois. Ok. Donc oui. Oui, t'avais vendu pas cher du tout. Pas cher. Mais ça m'a permis d'avoir des avis. Et je peux te dire que les personnes qui ont fait ces formations-là en 2021, quand j'ai lancé un accompagnement complet en 2022, il y avait certains qui l'avaient pris. Quand je fais mes événements, ces personnes sont les premiers à dire « Ouais, c'est trop bien. » En fait, j'ai eu ce truc-là. Aujourd'hui, c'était pas cher, mais... T'as fait ce groupe de 30 personnes qui n'hésitent pas à te recommander à tout le monde. À me recommander, qui ont eu voilà. plus qu'un... Plus que ce qui... Voilà. Oui, à 500 pour 500 balles. €, ils ont largement amorti ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, ils ont acheté, je sais pas combien de fois. Il y en a que j'ai interviewé, du coup. Il y en a même jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un que j'ai eu au téléphone hier qui m'a dit « Ah, c'est Yvan qui m'a parlé de toi. » Et Yvan fait partie des premières personnes qui ont fait ma formation en 2021. Ouais. Mais comme quoi, ça... dire, voilà. Mais le plus important, c'est de le lancer finalement et de voir comment ça fonctionne. Ouais, et alors après, tu as fait un... Moi, j'ai souvenir d'avoir parlé avec toi. J'ai halluciné parce que je connais beaucoup l'écosystème de la formation. Enfin, je connais très bien les chiffres de beaucoup de personnes. Ouais. Et toi, tu fais des volumes... Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Je crois qu'on avait échangé l'année dernière. C'était l'année dernière, je crois. Hein, mais c'est assez énorme. T'as formé... Quand est-ce que ça a commencé à décoller ? En 2022. L'année d'après, du coup, oui, voilà. T'avais fait des pubs ou... Je crois que c'est des événements que tu fais, toi. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est ça. En fait, je faisais des événements, genre des apéros IMO, on peut dire ça comme ça. Et comme ça, les gens venaient. Mais je faisais vraiment des présentations et tout. Je leur apportais de la valeur. Et à la fin, je leur disais, voilà, pour aller plus loin, voilà, j'ai un programme, tu vois. Donc, je fonctionnais comme ça. Je faisais, en 2022, je faisais également des webinaires, j'en ai fait. Ok. J'ai fait des événements aussi beaucoup plus gros, des séminaires, mais vraiment... où tu étais speaker ? Où j'étais, voilà, speaker principal et avec d'autres partenaires dans le milieu. Hein. J'hésitais pas. J'ai une personne, par exemple, qui était très forte en colocation. Je la faisais venir. Il y avait une personne c'était Laura Prudent. Je connais pas. Et il y avait aussi ML Lionel qui est très bon en marchand de biens, c'est son métier de tous les jours. Tu vois, donc je fais venir aussi d'autres personnes. Ouais. Puisque moi, c'est plutôt immeuble de rapport et plutôt locatif à fond. Quoi. Donc, bien sûr. Dans l'immobilier, on peut faire différentes choses. Donc quand je fais les événements, j'hésite pas. Il faut que les gens aient une idée globale de tout ce qu'ils peuvent faire. Ouais, et après, ils choisissent ce qui les intéresse le plus. Voilà. Si c'est pas moi aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, c'est possible. Ouais. Moi, je suis là, tranquille. Je sais pas jusqu'à quand, mais je suis là. Donc, si ça se fait pas aujourd'hui, tu vois, nos frustrations, je sais que si c'est pas celle-là, ça va être peut-être sa voisine ou son copain ou son ami. Ouais. Et c'est peut-être demain, donc c'est pas grave. Et donc toi, tu as lancé cette activité, tu fais 30 élèves la première année. Ouais. Tu fais combien d'élèves la deuxième année ? À peu près, tu te souviens ou...
2022, il me semble que je fais à peu près 200 élèves. D'accord. Voilà, sur la formation Donc là, et puis surtout sur l'accompagnement. Quinzaine d'élèves par mois. Oui, c'est ça. T'avais fait évoluer tes prix déjà ? Oui. Ok. Oui, quand même. Donc là, tu commençais à en vivre, t'avais déjà quitté EDF du coup ? Oui, j'ai quitté EDF, comme je disais tout à l'heure, en 2021, octobre 2021. D'accord. Spécifiquement, j'ai quitté EDF. Et ce qui est bien chez EDF, c'est qu'on pouvait quitter sans avoir démissionné. Donc moi, j'avais posé en réalité un congé pour création d'entreprise. D'accord. Bon, je ne suis jamais retournée, hein, mais c'est pour dire que je n'ai pas donné une démission. Ouais. Voilà. Je reste toujours, tu sais, parce que moi, quand je suis arrivée en France, mes parents, j'étais pas boursière, hein, c'est-à-dire que mes parents, ils ont tout fait. Donc, j'étais aussi en mode, ouais, quoi, il ne faut pas les brusquer, tranquille, pose ton congé. Et puis, bon, de toute façon, ils suivaient mes actualités, ils savaient exactement ce que je faisais. Mais parce que tes parents, ils devaient être rassurés quand tu bosses chez EDF, j'imagine. Oui, pour eux, c'est très bien. Et lancer l'entrepreneuriat, c'est peut-être... Ou non, ils le voyaient positivement quand même ? Non, mon papa, il a toujours été entrepreneur à côté de son travail. Okay. Et lui, la dernière fois, on se parlait, il dit, mais si je savais même, j'allais plus vous diriger vers la voie de l'entrepreneuriat. Et une personne comme lui, parce que, comme on dit, les enfants regardent souvent leurs parents pour savoir comment se conduire dans la vie. On mime beaucoup nos parents. Et si une personne comme lui, que j'ai toujours vu être entrepreneur et en même temps être salarié, et pas n'importe quel salarié, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons. Ouais. Aujourd'hui, il est DRH de sa boîte, c'est-à-dire ressources humaines, tu vois lui et puis il n'y a personne au-dessus. Ouais. Si quelqu'un comme lui me dit qu'il aurait dû nous conduire sur la voie de l'entrepreneuriat, je peux te dire qu'il y a beaucoup à chercher derrière cette phrase. Ah ouais, franchement, ouais. Est-ce que lui, il aurait bien... Finalement, a posteriori, tu penses qu'aujourd'hui, il aurait préféré être que entrepreneur ? Que être entrepreneur, ouais. Parce que ça rapporte plus si tu t'y prends bien, en fait. Et le salariat, c'est quelque chose. Hein. Ça te bouffe de l'énergie. Enfin, après, lui parle par rapport à son parcours. Évidemment, chaque parcours est particulier. Et dans son parcours, voilà, ce qu'il en ressort, c'est que l'entrepreneuriat, plus tôt on le commence, plus tôt on peut prendre des risques. On n'a pas d'enfant au départ. Enfin, en fait, c'est tout ça, en fait. Il aurait fait probablement différemment les choses. Et il sait qu'il sera... Il l'a fait à travers toi, finalement. Oui, finalement. Les choses se sont bien goupillées. Il m'encourage beaucoup. Tu vois, même lui, si c'était que lui, je devrais avoir des bureaux. Je devais pousser la chose. Il trouve que je suis encore trop prudente. Ouais, après si ça fonctionne bien. Enfin, trop prudente. Moi, tu m'avais dit, alors tu me dis si je me trompe, mais je crois que quand on s'était vu, tu me dis que tu étais... Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu faisais 80 élèves par mois. Par mois. Alors, 2024, honnêtement, ça a chuté. Je suis plutôt à 50 élèves par mois pour 2024. Mais en 2023, oui, c'était vraiment ça. Et je faisais pas mal de séminaires, je faisais des événements. Enfin, je faisais beaucoup de choses en réalité. Même si les gens ne me voyaient pas forcément comme ça, mais je faisais quand même pas mal de choses, quoi. Et pourquoi... Oh là, je perds le micro. Pourquoi t'as diminué en 2024 ? Tu voulais... Le temps, comme j'ai dit, hein, moi, mes enfants grandissent. Moi, j'ai envie de les voir grandir. J'ai pas envie, tu vois. Et ça, pareil, je dis ça parce que peut-être que je me dis que les parents... Il y a des parents qui suivent ce podcast. Moi, par rapport à mon papa, comme j'ai dit, il a toujours été entrepreneur à côté du salariat. Et c'est quelqu'un qui était ambitieux et qui voulait gravir les échelons. Ça veut dire que dans son parcours, il était d'abord Bac+2. Après, dans son parcours, il travaillait et il faisait des études le soir. Il est devenu ingénieur et il a eu sa thèse, il avait eu son doctorat à 56 ans. Et à côté, il a toujours été salarié. Il a toujours été entrepreneur. Donc, tu te dis que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup été à la maison. C'est quelqu'un que je n'ai pas beaucoup vu. Et les petits instants qu'on avait, c'était hyper précieux. Et je n'ai pas envie de reproduire ce schéma. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie que demain, mes enfants disent ça de moi, en fait. J'ai envie d'être un exemple, mais j'ai envie de les voir grandir. Donc, tu as toujours cet équilibre à trouver. T'es allé chercher la scalabilité parce que ça te rassurait d'avoir des ressources financières au départ, ça, le lancement. Au départ, à fond. Et aujourd'hui, tu es sur une vitesse de croisière et tu veux... Ça me va pas, non, je suis frustrée. Mais je veux faire autrement les choses, tu vois. Ça va venir, mais j'essaie de m'entourer encore plus, de faire en sorte de peut-être faire moins, mais c'est faire moins d'événements, faire moins... moi là, mais essayer d'aller vers le même résultat ou alors proposer des choses un peu plus haut de gamme. C'est du travail, en fait, tu vois. Avant, je ne proposais pas, par exemple, l'apport d'affaires, tu vois, genre le clé en main, je ne le proposais pas. Maintenant, c'est une solution que j'envisage, je laisse l'esprit ouvert et je le fais pour des personnes, comme ça, peut-être 10 personnes par an, quoi, à peu près. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais... Faut qu'on bosse ensemble, Céline. Ensemble, ouais. Ça, c'est quelque chose que je veux mettre en place encore plus. Bien sûr. Voire même...
peut-être que tu les connais, investissement locatif, Ouais. avoir des bureaux. Manuel, je l'ai reçu ici. Ah, coucou. Ah, c'est des personnes qui, moi, m'ont inspiré. Hein. Bien sûr. Vraiment, dans leur parcours. Manuel et Mickaël, Ah oui, Ouais. ils sont investisseurs au départ. Moi, j'adore leur parcours génial, quoi. Bravo d'ailleurs à eux de nous inspirer derrière, parce que tu sais, des fois, tu fais des choses, t'as pas idée de personnes que tu impactes Bien sûr. positivement. Bah, bien sûr. Donc, tout à eux, fait. ils m'ont impacté, par exemple, tu vois. Donc, toi, Donc, là, tu réfléchis à avoir un écosystème. Aujourd'hui, C'est ça. Aujourd'hui, tu as encore uniquement la formation ou tu as déjà d'autres branches que tu as développées? J'ai l'accompagnement et c'est ce que je préfère, honnêtement, parce que là, tu vois les gens évoluer. Donc, vraiment. aujourd'hui, tu vends une formation, je sais pas, j'imagine, entre 1500 et 2000 euros ou quelque chose comme ça? 1200 euros, quoi. 1200 euros une formation e-learning. Ouais, c'est ça. Et tu as un accompagnement peut-être plus autour des 5000 ou quelque chose Ouais, comme c'est ça? ça. 4000 euros. Ok. Et puis, quand c'est dans l'individuel, c'est encore un peu plus. Voilà. Et donc là, tu accompagnes main dans la main pour chercher. Ouais. Tu fais Alors, il y en a un, c'est quoi? Coaching de groupe et l'autre coaching individuel, C'est c'est ça. En fait, il y en a un, donc, à 4000 euros. C'est un chiffre sur mon site, tu le vois. Hein. Ouais, Moi, bien je sûr. te le dis parce que je ne le cache pas. Donc, à 4000 euros, ça s'appelle Boost ton patrimoine. C'est là où, voilà, vous êtes en groupe, vous faites des masterclass en groupe. Mais par contre, il y a toujours le côté individuel. C'est vrai que ça prend du temps parce que moi, je considère que pour investir dans l'immobilier, on ne peut pas y aller sans être préparé. Donc, préparation, c'est quoi? C'est connaître ton profil, c'est savoir ta capacité d'emprunt et c'est d'avoir une stratégie d'investissement. Et donc, capacité d'emprunt, ça, j'ai des partenaires en financement bancaire chez qui je dirige les gens en début de parcours d'accompagnement. Et ensuite, une fois qu'ils ont la capacité, je fais personnellement avec chacun leur stratégie d'investissement. Donc, si on te dit tu dois emprunter 100 000 et pas plus, bah ok, qu'est-ce que tu peux acheter à 100 000? Tu peux l'acheter où? On définit le secteur. Tu peux acheter ça avec quel mode d'exploitation pour que ça soit rentable? Quelle fiscalité, tu vois, des choses comme ça. Tu as des coachs Donc qui font ça ou c'est toi qui t'en occupes? Cette partie-là, c'est moi. Les coachs sont, oui, tous. Mais attends, mais t'en fais Donc, combien par semaine? C'est beaucoup. Je sais. Non, mais t'en fais combien? Tu passes ta journée en visio? Non, pas toutes. Et je t'explique la subtilité. C'est parce que quand les gens arrivent en accompagnement comme ça, chacun avec sa vie, tout le monde ne prend pas. C'est-à-dire quand je leur dis contacte telle personne pour ton financement, il y en a qui reviennent 2 mois après. Ok. Et je dis, tant que tu n'as pas vu un financier, viens pas. Tu prends pas rendez-vous pour le second? Je prends pas rendez-vous. Okay. Parce que ça sert à rien, il faut que je sache où tu vas en termes de capacité pour qu'ensemble, on puisse définir ta stratégie d'investissement. Ouais, bien sûr. Donc, finalement, c'est étalé. Mais c'est vrai que par semaine, je peux avoir une dizaine de personnes. Ok. Tu vois. Mais ça reste étalé parce qu'il y a des gens, voilà, ils viennent 2-3 mois après même parce que leur vie fait qu'ils n'ont pas pu. Mais ça, tu as aussi les coachings individualisés. Du coup, si je comprends bien, tu as une formule plus chère où là, tu fais que de l'individuel. Ouais. Et aujourd'hui, cette formule-là, je ne l'exploite pas à son paroxysme. Parce que justement, j'ai même dans le programme à 4000, je fais quand même cette partie individuelle qui me tient moi à cœur et qui fait aussi ma différence parce que tu ne verras pas beaucoup de formateurs te dire qu'ils prennent chacun individuellement pour leur définir leur stratégie d'investissement et leur envoyer une feuille de route, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, et aujourd'hui, c'est quoi? Tu fais 50-50? C'est 50 formations, enfin 25 formations e-learning, 25 formations? La formation, 10%. Hein. Ouais, les gens qui viennent juste, qui prennent juste la formation, c'est 10%. Ok. Et l'accompagnement, là, Boost ton patrimoine à 4000, ça fait 60% ou moins. C'est vraiment... Et c'est quoi la différence sur du clé en main? C'est que tu la laisses, c'est eux qui doivent chercher par eux-mêmes, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça. Le toi, clé es en là main, pour c'est leur que tu fais valider. rien. Toi, tu leur valides. Ok. Voilà. C'est-à-dire en accompagnement qu'on vend le plus, là, à Boost ton patrimoine, une fois que tu as eu ta stratégie d'investissement, après, là, tu as une coach, justement, dans le groupe qui répond aux questions. Ce n'est plus tant moi, c'est elle qui fait. Après, tu as les séances masterclass de groupe, tu vois. Tu poses tes questions, tout se passe dans le groupe. Il n'y a pas d'individualité, tout se passe dans le groupe. Tes questions dans le groupe, à moins que ce soit quelque chose de... je sais pas, tu peux pas partager, par exemple, des situations personnelles. Là, c'est en individuel, mais sinon, tout sur ton projet se passe dans le groupe. Mais donc, au global, là, tu dois être au moins à 2000 élèves ou quelque chose comme ça, non? Pas loin? Pas très... Non, je suis à 1000... depuis que j'ai commencé. Hein, bien au sûr. total, je dois être à 1200, quelque chose 1200 comme ça. élèves? Voilà, ok. élèves au total, Ok. ouais. Bah, c'est beaucoup quand même. Hein. J'ai pas dépassé... ça fait quand même quelques années. Après... Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans, tu as fait 30 la première année. Ouais. 200 Et après, ça c'est 2023 surtout, ça s'est accéléré. Et je pense que probablement mes événements physiques ont aidé. Parce que j'ai l'impression que les gens aiment les rencontres. Ça leur donne plus d'assurance peut-être.
T'en avais fait beaucoup l'année dernière? Ouais, je crois que j'étais à un événement tous les 2 mois pour l'événement physique, quelque chose comme ça. D'accord. Et pour le webinaire, c'était toutes les semaines, tu sais. Tu D'accord, faisais ok. tourner les Tu vidéos. faisais des tunnels de vente et Ouais, ensuite c'est ça. tu faisais des webinaires en ligne Je faisais des Et les deux, webinaires ça en ligne. t'apportait autant de business l'un comme l'autre? Le physique marche plus que le Le virtuel. physique marchait mieux. Tu remplissais des salles, c'était des grosses salles? Non, 50, Ok. 60, 70. C'était le maximum. On n'a jamais rempli plus. Et après, voilà, quand je faisais des séminaires, là, c'est 150 personnes pour le coup. Mais sinon, les apéros, ça ne dépassait jamais ce genre de... Et puis, il ne faut pas oublier aussi tout le côté organique, puisque moi, ça fait maintenant, depuis 2020, que je suis quand même sur Instagram, sur YouTube. Et organiquement, déjà, en fait, il y a des clients parce que c'est des gens qui me connaissent presque depuis mes débuts, en fait, finalement. Hmm. Donc, forcément, ça amène du flux normal, sans pub, sans rien, en fait. Les gens qui Aujourd'hui, tu prennent fais rendez-vous, zéro pub. Non, non, si, j'ai repris des pubs. Ok. Si, je fais des pubs. Tu fais Même des- là, tout de suite, quand on est en train de parler, là, il y a une pub de moi qui tourne Ok. c'est une masterclass que j'offre et puis ça ramène des leads et on les appelle derrière en setting et tout. Non, non, là, je fais des pubs. Et est-ce que les gens de ta communauté aujourd'hui, enfin les gens qui ont suivi, parmi les 1200 personnes qui ont suivi la formation, est-ce qu'il y en a qui aujourd'hui travaillent avec toi? Oui. Tu as fait ton écosystème de cette sorte-là? Bah, les mentors de mon équipe, c'est que des personnes que j'ai accompagnées. Ok. Bah, parce que c'est facile, tu vois. Je sais que je connais leur parcours, je sais ce qu'ils ont acheté, je connais leur motivation et comment ils ont fait un shift mental depuis qu'ils sont avec moi. Donc, voilà, c'est naturellement que ensuite ils deviennent des coachs dans mon équipe. Ouais. Ouais. Il y a des personnes qui me contactent comme ça pour ce poste-là, mais non, j'aime bien travailler Tu avec les recrutes en personnes. interne. Ouais, Ah, je c'est plus recrute facile, ils en correspondent interne. vachement à tes valeurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est toi qui en plus les as formés sur Formés, l'immobilier. je donc, sais ce qu'ils ont acheté, tu vois, je connais leur parcours, donc c'est plus facile pour moi de leur confier cette mission-là, quoi. Ouais. Donc là, la suite, c'est de continuer cette formation-là Oui, et d'élargir les postes à l'instar du Sur, clé en main du clé ou en main, d'autres ouais. formations, enfin d'autres accompagnements que tu vas pouvoir proposer. En non, plus de ce que... aujourd'hui, non, je veux vraiment développer ce côté clé en main et vraiment aussi être dans le monde physique parce qu'aujourd'hui, je suis très digitalisée. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, le 27, 28, le 28, ouais, c'est ça, 28, 29 septembre, j'étais sur un salon, par exemple, pour sortir un peu du virtuel, quoi. Voilà, et ça a très bien marché d'ailleurs. Donc, ouais, je suis en train de, comme ça, essayer d'avoir d'autres stratégies qui ramènent du monde et de proposer voilà, le clé en main que je ne propose pas beaucoup aujourd'hui, hein. Là, tu vois, par exemple, je travaille pour quelqu'un qui est en Ouganda. C'est un Français hein, qui est en Ouganda et qui veut investir. Bon, lui, il n'est pas en France typiquement. Oui, c'est du clé en main, quoi, tu vois. Mais ce n'est pas un service que je fais. Ce n'est pas ce que je propose le plus. Voilà. Et je sais très bien pourquoi je ne le fais pas, mais il faut que je travaille dessus. Pourquoi tu le fais pas? Je dis pour les entrepreneurs, parce qu'on a toujours ce truc-là. Pour faire du clé en main, il faut avoir une très bonne équipe. Il faut avoir des chasseurs qui font le travail, tu vois. Et il faut dimensionner l'équipe pour que ça soit efficace. Donc, c'est ce travail qu'il faut que je fasse. Je sais que tant que c'est pas sur pied, bah oui, les gens viennent, s'ils sont 10, je fais comment, moi? Tu vois, je fais comment? J'ai un chasseur, et puis bah, évidemment, j'ai des agents immobiliers hein, qui m'envoient des biens, mais tu vois, l'équipe n'est pas encore structurée pour que ça puisse exploser ce côté-là. Et tes élèves à Ça, toi, tu penses pas qu'il y en aurait qui seraient intéressés pour faire de la chasse? Si. Mais il faut comment dire ça? Faut que tu mûrisses le projet. C'est ça. Il faut mûrir et aller chercher ces gens-là. Parce que c'est sûr hein, qu'il y en a qui pourraient être intéressés. Je vois déjà ce qu'ils envoient dans leur propre groupe. Ah, il y a ça serait bien, machin. Je vois déjà ce qu'ils font, en fait. Et je sais qu'il y en a qui pourraient le faire. Mais il faut donner du temps à ce projet-là et aller chercher les bonnes personnes pour proposer un écosystème efficace, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est le travail que je dois faire, mais ouais, je vais plus vers ce genre de produit. En entrepreneuriat, aujourd'hui, toi, tu es full focus IMO. Tu disais que tu avais fait du dropshipping en 2019 ou 2018, je sais plus. 2018, je crois. 2018 et un peu 2019. Aujourd'hui,
toi, tu vas rester que dans l'IMO et t'as pas du tout une activité à côté. Je sais pas, t'es pas business angel, t'investis pas chez des entrepreneurs, tu fais de la bourse, de la crypto-monnaie. Tu as ces classes d'actifs-là ou pas du tout? Un peu de bourse, mais pas grand-chose. Crypto, ne m'en parle pas parce que pour moi, je fais partie des gens que quand je ne comprends pas, Ouais. ça ne m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi, mais les gens peuvent dire on gagne des milliards, mais je comprends pas. Donc, je ne peux pas. Ouais, bien sûr. C'est psychologique. Quand je comprends pas, je peux pas. Donc, c'est vrai que crypto, non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais bourse, oui. Et autrement, les autres formes d'investissement, je fais un peu du négoce Ok. de matières premières, mais je sais que je vais le développer encore plus. Ok. Ouais. Parce Donc que aujourd'hui, ça tu as une rapporte autre du activité gros. à côté qui est. Ouais. Du négoce, parce qu'en Afrique, tu sais qu'on a beaucoup de matières premières. Ouais. On a de l'or, on a du café, on a du cacao, on a du coton, on a du soja, on a tellement de matières premières. Et donc, on peut faire comme ça pont entre les producteurs et puis les acheteurs des entreprises ici en Occident. Donc, j'ai fait une formation pour ça. Moi, ce que je dis aux gens, c'est ce que je fais. Hein. Il y a un sujet qui m'intéresse, je vais me former. Même le dropshipping, je me suis formée. T'étais passé par qui en IMO à Yomi. l'époque? Ah, l'IMO, j'étais passée par Christopher Wangen. Ok. Et Cédric Alicette, les deux. Ok. T'avais fait 2 formations IMO Ouais. au départ. Voilà, Ok. au départ. Et pour même le marchand de biens, je me suis formée. Enfin, moi, je me forme à chaque fois. Tu fais des opérations de marchand de biens aujourd'hui? Non. Non, t'en fais pas. Mais je voulais avoir cette connaissance-là pour pouvoir le faire. Et du coup, je me suis formée. Mais finalement, je suis restée sur le locatif pour l'instant. Ok. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire, tu vois. Je ne suis pas fermée. S'il y a une bonne opportunité, comme je te dis, c'est saisir les opportunités. S'il y en a une, bah, je vais la saisir. Le locatif, c'est un bon pied à l'étrier pour commencer après d'autres activités business, comme Ouais. comme la formation ou d'autres Comme- formations. C'est ça. Le clé en main ensuite, C'est ça. le marchand de biens. C'est un bon Exactement. pied d'entrée. C'est un bon pied, c'est une belle façon de rentrer en Ouais. fait dans ce milieu-là, je trouve. Et ce qui est fort, mais je pense que ça peut l'être pour d'autres domaines, c'est que quand tu commences à faire l'immobilier, il y a un shift d'état d'esprit que, tu vois, tous me disent ça, en fait, tous ceux que j'ai pu accompagner et qui ont bien voulu témoigner, c'est, en gros, tu commences l'immobilier de ces gens, tu veux acheter un bien pour faire de l'argent. Mais en fait, tu te rends compte que tu évolues, toi, avec le process, Bien avec sûr. l'investissement. Bien sûr. Et tu finis l'investissement, tu as de la confiance en toi, tu ouvres les yeux, genre, tu découvres le monde autrement. Moi, je disais à l'époque, c'était l'allégorie de la caverne de Platon. Tu sais, c'est les gens qui sont dans le. Tu connais cette allégorie? Oui. Tu sais, les gens, ils sont dans le noir en bas et puis ils sont tous ensemble. Puis il y a une grande échelle très haute qui est difficile à monter. Et t'as Platon qui monte cette échelle. En fait, c'est la culture, c'est l'apprentissage, c'est le savoir. Et C'est ça. quand il arrive en haut, il découvre plein de couleurs, il voit plein de choses, etc. Et C'est exactement ça. Ouais, je pense que ça ressemble C'est véritablement à ça. exactement ça. Donc même il y a 2000 ans, on en parlait déjà. Tu vois? Non, mais c'est vrai, ce travail mindset là que l'immobilier te permet de faire, tu finis et tu vois des choses, quoi. Ce qui Tu est, te ce qui est dur, découvres d'autres talents. moi je trouve que l'un des shifts les plus à la fois difficiles et qui t'apportent en même temps, c'est de te rendre compte que sur ton compte bancaire, que tu gagnes 2000 € par mois en ayant bossé un mois chez EDF ou un autre exemple, ou que tu prennes 2000 € de loyer d'un immeuble, in fine tu les utilises de la même manière. Oui. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Et ça c'est fou. Sauf le temps que tu mets sur chaque activité. Ah bah, Quand tu es salarié, c'est full time. dans un cas, pour le peu que soit tu t'en occupes toi-même, comme toi ça te prend peu de temps, tu mets en gestion. Si ça te prend 2 Zéro. heures, 1 heure ou 2 par mois, c'est le maximum. C'est ça. L'autre, tu te lèves le matin, tu passes dans les transports, tu bosses 8 heures dans la journée, etc. In fine, dans les deux cas, tu as 2000 € sur ton compte. C'est ça. 3000 ou peu importe, mais on Ouais. prend l'exemple qu'on veut. Mais Clairement, c'est. Enfin, moi, ça, je sais que le premier loyer, quand je l'ai touché, je me suis dit, putain, c'est vraiment le même argent, quoi. Ouais. Et ça, c'est fou. Enfin, je sais pas si toi, ça t'a impacté. De cette Non, mais forme-là, c'est clair, c'est clair. Et quand tu le dépenses, c'est pareil. Tu utilises ta moi, carte bleue, on te demande ouais, pas c'est d'où vient l'argent, Ouais, quoi. c'est ça, on te demande pas d'où vient l'argent. Et moi, ce qui m'a le plus capté mon attention, c'est quand j'ai reçu les premiers loyers, j'ai vu le temps qui m'a... Enfin, c'est-à-dire, tu reçois le loyer, mais tu n'as rien fait. Enfin, tu vois, c'est... Comme j'étais encore salarié, le temps que ça met, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait réellement pour que cet argent tombe là, dans l'immédiat, bah, tu te rends compte que, ouais, bah, pas grand-chose. Une fois que tu as mis le process en place, tu as le loyer, c'est mensuel, c'est comme un salaire.
Sauf que le salaire, bah, en fait, tu bosses tous les jours. Et C'est si 7 tu vas pas, t'es jours. pas payé. Et si tu vas pas, tu as des contraintes. Si ton enfant est malade, que tu expliques à un chef que tu peux pas, machin, on te voit bizarre. Donc, tu compares les deux mondes et tu te dis, ouais, alors peut-être que je mette à fond là, Ouais, bien sur sûr. Non, mais sur l'immobilier, quoi. tout à fait d'accord avec cette analyse. J'ai 2 questions pour terminer à te poser. Yes. C'est quoi ta passion inavouable? Tu nous as révélé plein de trucs que tu n'avais jamais révélés. Je suis curieux de savoir. Ma passion. Bah, je pense que je suis dans ma passion en vrai, hein. Ta passion inavouable, c'est l'investissement immobilier? Ouais. Ah, mais celle-là, elle est avouable. Bah ouais, parce que franchement, c'est mon truc, quoi. C'est mon truc. Après, il y a, si tu veux, quelque chose que j'aimerais faire, que je n'ai pas encore fait, c'est faire le tour du monde avec mes enfants. Ça serait génial, ça. Ok. Ça, c'est un rêve inavouable, mais du coup avoué. Vraiment, c'est quelque chose Monsieur, que si vous nous j'aimerais. entendez, Ouais, elle voilà. est peut-être déjà au courant, je sais pas, Si, mais il est au courant. Il est quand même au courant. c'est planifié déjà Mais, ou pas? non, c'est pas planifié encore. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu Vraiment. l'imagines quoi? Sur un bateau? Sur un... Non. Non? Non, avion, Ok. toi, train, un truc vraiment, on part un peu à l'aventure comme ça. Parce que je pense que ça serait bien qu'ils voient le monde. Parce qu'on est souvent enfermé dans notre quotidien. Ok, on part en vacances plusieurs fois dans l'année, mais c'est pas pareil, je trouve. Il y a des destinations qu'ils connaissent pas. Tu les as déjà emmenés au Togo? Oui, plusieurs fois, ouais. Ok. Ouais. On voyage quand même, mais faire le tour du monde, voir différentes cultures, s'ouvrir au monde, c'est une richesse inestimable, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose... Tu sens qu'il y a une différence, du j'aimerais. coup, à avoir tes enfants et les enfants, ou peut-être les enfants des autres, parce que c'est difficile, j'imagine, d'être objectif sur ces enfants, mais les enfants des autres en France, et les enfants français et les enfants du Togo, je trouve que d'entrée, il y a une culture qui s'installe, qui est différente. Ça impacte les enfants dès le plus jeune âge, ou tu vois pas de... Non, moi, je vois pas de différence en soi. Parce que tu vois, même quand tu prends chaque Français, chacun individuel, hein, chacun son truc. Donc, les enfants prennent de leurs parents, en fait. Donc, c'est au-delà de la culture, ce sont les parents directement en quoi ils croient, qu'est-ce qu'ils font de leur vie et, tu vois, quelles sont les Est-ce choses... que tu les leur fondements. donnes quand même cette fibre entrepreneuriale? Tu sens que... je sais pas quel âge ils ont, mais... Ils ont 8 et 6 ans. Ouais, c'est peut-être un peu tôt encore. Par contre, non, c'est pas du tout tôt. C'est-à-dire, je leur dis tout ce que je fais. Je ne leur dis pas ça, c'est mieux que ça. Je leur montre juste ce que je fais. Et ce qui est génial, les enfants copient leurs parents. Aujourd'hui, quand tu demandes à mon grand ce qu'il aimerait faire, il va dire, je veux faire l'immobilier. C'est pas, tu vois, quand je suis pas là, on lui demande, ah, maman, elle est partie sur un immeuble. Il sait l'immeuble, et ça, tu vois. Pourtant, ils sont petits. Tu te dirais qu'ils peuvent ne pas comprendre. Non, les enfants c'est des mini-nous, en fait. Ils nous copient, ils miment beaucoup ce que font les parents. Et sans même vouloir, en fait, tu les impactes d'une façon ou d'une autre, en fait. Par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Par ce que tu fais. Donc, je les laisse voir ce que je fais. Je leur parle quand ils me posent des questions. Je leur montre tout. Et puis, je sais que ça fait le chemin dans leur tête. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé qui te semble important de traiter? On a beaucoup parlé. Plus que ce que tu imaginais? Ouais, on a beaucoup parlé. Je regarde l'heure là, mais c'est passé très vite, hein. Ben, tant mieux. C'est que ça s'est bien passé alors. Oui, très très bien. Non, je pense qu'on a abordé tous les sujets importants. L'investissement, l'entrepreneuriat, voilà. Et peut-être, je sais pas si tu voulais poser la question, à choisir entre entreprendre et investir. Qu'est-ce que je préférerais? Je te la pose alors. Eh ben vas-y, je te la pose. Investir à fond. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, investir à fond. Parce qu'à entreprendre, en fait, c'est bien, mais c'est toujours en dents de scie, comme dit. Et ça, c'est du travail. Alors que investir, pour moi, c'est une façon très intelligente de travailler. Et c'est pour ça que tu verras même, je connais des entrepreneurs qui, à la fin, sont devenus des marchands de biens. Et ils vont t'expliquer qu'ils étaient entrepreneurs, mais... mais finalement, ils sont revenus à l'immobilier et ils sont bien, quoi. Ils font des belles opérations l'année. Après, ils sont tranquilles.
investir pour moi, c'est génial. Ça peut se transmettre facilement, je trouve, par rapport à une entreprise où les enfants vont peut-être pas vouloir, c'est complexe. Mais ouais, investir, ouais. C'est marrant C'est parce ce que je préfère. souvent les gens ont plutôt le cheminement inverse, c'est-à-dire que ils investissent, ensuite ils entreprennent Ouais. et ils te disent qu'ils préfèrent entreprendre qu'investir. Ouais, ouais. Mais toi tu le vois plus en... Mais alors du coup comme quelque chose de grand finalement. Oui, Tu as envie d'investir mais investir relativement massivement pour qu'il y ait un impact... c'est ça. Ouais, non, c'est intéressant. Et est-ce C'est que... ça. Ouais, mais du coup c'est une bonne réflexion. Est-ce que marchand de biens finalement t'es pas un entrepreneur de l'investissement? Parce que tu te retrouves à faire un boulot, Oui, tu vois. bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Même investir locatif, tu es quand même un immopreneur. Tu es un entrepreneur de l'immobilier. Ouais. Mais ça reste l'immobilier. Ouais, mais tu vois, l'investissement Ouais. locatif, tu vas faire ton travail et ensuite ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon le choix que tu fais pour arbitrer. Ouais. Là, marchand de biens, tu vas acheter, tu vas revendre, tu prends ton Ouais, c'est cash, un peu plus... mais tu dois recommencer, quoi. Ouais, 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 c'est Alors vrai. que finalement, tu vois, moi par exemple, j'ai une philosophie sur l'activité que j'ai aujourd'hui, Mm. c'est que je me dis, on a une structure, on fait du clé en main. On fait de l'habitation louée à des personnes morales, Mhm. donc entreprises ou associations, Mhm. pour avoir l'intérêt Ouais. des deux stratégies, habitation et immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, on fait du clé en main pour les investisseurs. Moi, demain, j'aimerais bien sur chaque projet prendre, c'est la vision que j'ai actuellement, prendre des parts sur chaque projet. Tu vois, je me dis aujourd'hui, on fait des projets clés en main, c'est très bien, mais comme toi, moi, initialement, je suis investisseur. Oui. Donc quand je vends des projets clés en main, bon, c'est bien, mais j'aimerais bien les acheter aussi, quoi. Yes. Et donc, c'est un peu la frustration que j'ai. Et en Yes. fait, à un moment donné, aujourd'hui, moi, je préfère attendre encore un petit peu, mais j'ai envie de pouvoir rejoindre, tu vois, et de prendre J'ai un copain qui fait ça, il prend entre 12, je crois, et 50% de chaque projet. Il s'occupe de l'ensemble du projet. Il facture le projet, Super. il facture des fees, etc. Bah, c'est Emric Hamlin, je sais pas si tu vois qui c'est. Je pense voir. Il fait de Ça me l'immobilier parle. commercial Oui, oui, sur l'île de France. oui, oui. Lui, il fait beaucoup ce type de stratégie. Et en fait, si tu veux, moi, je me dis, bah, à terme, tu construis ton patrimoine Mm. par l'intermédiaire. Moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis associé avec des gens au départ pour investir, parce que j'étais Super. étudiant, donc j'avais besoin Ouais, de ouais. pouvoir m'associer pour pouvoir lever des Faire fonds. le- Et en fait, je me dis, mais là, tu peux construire un patrimoine, mais c'est infini. Énorme. Parce qu'en fait, tant que tu as des investisseurs qui Ouais. veulent se positionner, toi, tu prends des fees sur la transaction parce que tu es rémunéré, tu gères la transac, etc. Ensuite, tu gères ton parc locatif. Nous, on a intégré la gestion locative, on a un service de gestion locative. Donc, on s'occupe de faire la gestion. Bravo. Et merci. Génial. Et donc, du coup, si tu veux, je me dis, pour construire un patrimoine, dans la réflexion de ce que tu dis, en disant je préfère être investisseur qu'entrepreneur, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, pour construire un gros patrimoine, potentiellement, S'associer, prendre des parts, ouais, ça c'est... tu prends 30% sur Ouais. chaque deal. Ah oui, oui, oui. Tu fais investir 3 millions d'euros par mois à tes investisseurs, ce qui n'est pas délirant. Ça fait 4 projets à 800 000 balles ou 700 000 balles sur Paris. C'est pas du délire. Hein. Tu as des projets qui s'autofinancent. Si tu prends 30% à chaque fois, bah, tu investis 1 million par mois. Génial. Et tu vois, ça te fait grossir. Et là, ton parc est magnifique. Bah, à terme, tu peux avoir Non, un parc qui c'est commence vrai. à être costaud. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, tu vois, oui, oui, typiquement, c'est ce que je dis, investir comme ça, là, c'est investir intelligemment, pour le coup. Toi, tu offres quelque chose, tu as quelque chose à donner, et en retour, bah, toi, tu as ton parc aussi, en tout cas, tu prends des parts. Ouais. C'est très intéressant de fonctionner de la sorte, c'est une bonne Et stratégie. je pense que ça permet de concilier, tu vois, notre vision un peu investisseur et Et entrepreneur. entrepreneur. Parce que tout à c'est vrai fait. que, je sais pas toi, mais je pense que, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est bien, etc. Mais c'est du travail quotidien. Et C'est de temps du en temps, tu as travail. envie de racheter un peu quelques Et- biens. Et tu as un peu cette frustration-là. C'est bien d'aider les gens, mais on est aussi, je pense... enfin, De s'aider aussi, c'est ouais, bien. t'as envie de t'aider aussi un petit peu et de racheter. C'est Ouais, cool. De temps en temps, complètement, on est sur des d'accord. belles opérations. Mais moi, je suis comme ça. Et la dernière fois, je disais non, mais à mon petit frère, peut-être que moi, dans 10 ans, là, je serai plus entrepreneur comme je fais accompagner les gens. Mais c'est sûr que dans 10 ans, je suis toujours dans l'immobilier, tu vois. C'est ce truc-là. Je sais exactement ce qui me prend au trip. Aider les gens, oui, hein, j'adore ça quand ils ont des résultats comme ça. Je vois le changement d'état d'esprit aussi, ça c'est ce que je préfère même. Ils réussissent, c'est bien, ils ont de l'argent, mais le changement d'état d'esprit, ça c'est à vie, quoi, c'est inestimable. Et ça, j'adore. Mais c'est vrai que à horizon 10 ans, tu vois, quand tu me dis investisseuse, ton parc, machin, je sais exactement ce que je veux. Mais entrepreneur, peut-être que je serai plus... Tu peux t'essouffler aussi. Parce que c'est fatigant hein, d'aider autant C'est de gens. hein. fatigant et ça fait des dents de scie. Comme Ouais. on disait tout à l'heure, Ouais. ça fait des dents de scie. Tu peux avoir tel chiffre d'affaires cette année, Ouais. l'autre année, bon, bah, c'est autre chose. Ça va en fonction aussi de l'état économique et puis de l'environnement, tu sais.
cette sensation que les gens peuvent avoir, comme si l'immobilier, les finances, le financement bancaire, ça passe plus. En fait, tu es lié à toute cette actualité-là. Bien sûr. Quoi. Tu vois. Ouais, et puis qui est épuisante, hein. Enfin, on se rend pas compte. Là, dit comme ça, c'est sympa, t'accompagnes des gens, etc. Mais accompagner autant de personnes, c'est du travail. C'est beaucoup de choses. Hein. Ouais, quand t'as une personne qui arrive, qui a jamais investi, qui est salariée, il faut la rassurer énormément, lui expliquer. En plus, ce qui est fatigant, moi j'ai cette sensation-là depuis un petit moment. C'est du coup, t'as la patience de le faire, etc. Mais tu répètes souvent la même chose. Parce que tout le monde a l'impression d'être différent, mais finalement, tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde a les mêmes problèmes. Non, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Tout le monde va te parler de est-ce que la banque va me financer mon profil, machin. Oui, est-ce que c'est pas mieux si j'achète d'abord ma résidence principale? Est-ce que je devrais négocier le taux? En fait, tu as toujours les mêmes questions. Tout le temps. C'est vrai, hein? Tout le temps. C'est juste que un copain qui dit au même moment. On est tous des flocons de neige. On est tous pareils. On est peut-être que physiquement il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre ou machin, mais plus grand ou plus petit, mais sinon on a tous les mêmes problèmes. C'est vrai. Et surtout quand on arrive comme ça, et donc c'est vrai que faut être patient parce que toi du coup j'imagine que tu répètes quand même souvent le même discours. Souvent. Et ça, Dieu sait que c'est fatigant. Ouais. Moi, je sais que dans ce que j'amène, des fois, c'est épuisant, quoi, de tout le temps répéter qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, nanana, ta. Puis des fois, je sais pas si ça te le fait, mais des fois, j'ai tellement l'habitude de développer le pitch que je parle, mais je pense à autre chose en même temps. Tellement je suis habitué à dire ce que je dis. Ça, c'est fort. C'est rare même. Pour un homme, souvent, vous n'arrivez pas à faire deux choses à la fois. Alors, je pense que j'arrive pas de manière générale à le faire. Mais là, c'est plus que mon esprit, je me distrais sur autre chose. Parce que, en fait, je dis tellement la même chose, des fois, en visio, que je me rends compte des fois que... Et des fois, c'est même... faut que je fasse gaffe parce que des fois, je sais que je réponds pas parfaitement à la question. Parce que des fois, j'interprète même parce que du coup, c'est tout le temps la même. Similaire que des fois, t'as l'impression, tu réponds... C'est vrai ce que tu dis, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est très dur. Moi, je travaille aussi avec des commerciaux. Donc, c'est vrai qu'il y a certains appels que je ne prends pas. Parce que justement, pour cette répétition-là. À une époque, je crois que même 2021, j'étais seule, pour le coup, vraiment seule. Et ça me fatiguait déjà, tu vois. Ce truc-là de, chaque profil, finalement, c'est les mêmes. Donc, les gens vont te poser les mêmes questions. Ils vont avoir les mêmes blocages. Donc, c'est une répétition interminable. Ouais. Et donc, moi, 2022, déjà, j'étais avec des closers. Jusqu'au maintenant, d'ailleurs, je prends encore quelques appels, mais je les laisse faire le gros du taf. Hein. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ? Ils sont 3. Ok. Voilà. Et au global, t'as toi et t'as... J'ai moi, j'ai les closers, j'ai 2 mentors pour mes accompagnements. Et pour le marketing, j'ai une équipe aussi pour le marketing. Que t'as externalisé ? Oui, que j'ai externalisé, voilà, marketing. Et j'ai une équipe pour le branding sur Instagram. Là, ils sont aussi 4. Bon, c'est une agence, hein, mais... ils sont 4 à travailler sur mon compte, quoi. Ça fait une belle petite équipe. Et sur YouTube, j'ai aussi une petite équipe. Ah oui ? Ouais. Ok. Mais toujours externalisé, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, c'est mais ça fait quand même une bonne dizaine de personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, sur tous mes réseaux et mes ventes, tout, quoi. Bah, ça marche bien, hein, 50... je peux dire que je connais les chiffres de tout le monde et 50 élèves par mois, c'est très bien. Hein. C'est beaucoup, hein, même aujourd'hui. Non, vraiment. Tant mieux. Non, tant c'est très mieux. Bien. Très bien. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et comme je dis, surtout là, ça va être le focus de 2025, c'est de sortir du virtuel, en fait. C'est d'aller à la rencontre des gens, comme le salon que j'ai pu faire dernièrement, là, c'est de proposer quelque chose de physique, d'aller voir les gens et de closer les gens dans la vraie vie. Ils n'ont pas besoin d'être sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur Internet. Hein. Vraiment. Bien sûr. Des gens qui veulent investir, mais qui ne connaissent pas, ils ne sont pas sur les réseaux. Ils ont même crainte des réseaux. Ils préfèrent des gens dans la vraie vie physique. Donc, bon. Bah, c'est 2025, si vous voulez voir Célie, normalement elle devrait sortir et on pourrait la croiser à des événements. Merci Célie pour l'échange, c'était cool en tout cas. Avec plaisir, c'était super sympa franchement. Écoute, finalement j'ai beaucoup parlé. Non, moi je trouve que c'est très bien passé, j'ai passé un bon moment. Franchement, t'es souriante, c'est vachement agréable d'échanger avec toi. Donc non, c'est une belle histoire. Je trouve ça bien en plus, t'es venu, c'est pas simple aussi de venir d'un autre pays, de venir dans un pays où c'est différent, c'est des cultures qui sont différentes. Comme tu dis,
bah, on n'est pas, tout le monde n'est pas accepté de la même manière. Donc, moi, j'étais en classe préparatoire à Lille quand j'étais en études supérieures. Et il y avait beaucoup d'étudiants marocains qui venaient. Et je voyais que pour eux, c'était délicat. Ne serait-ce que... C'est idiot, mais c'est pour ça que je t'ai dit le temps. Tu vois, à Lille, il fait pas très beau. Il fait pas beau. Quand tu viens du Maroc, que tu as vécu 20 ans au Maroc et que tu arrives à Lille, c'est pas simple. Hein. Déjà, moi, je viens de Bretagne et Lille, c'était pas facile. Alors il y a tous ces sujets-là qu'on voit pas et qui sont pas faciles. Et pour autant, si on se bat, on peut le faire. Je pense qu'il faut peut-être se battre un peu plus que les autres. C'est ça. Quand on vient de... Moi, je dirais même, faut être résilient, en fait. C'est-à-dire que... Il y a quelqu'un qui dit souvent que l'échec, c'est pour ceux qui abandonnent. Tant que tu n'abandonnes pas, tu peux pas échouer en vrai. Tu vois. C'est une belle phrase, ça. C'est ça, l'échec, c'est pour ceux qui abandonnent. Tant que tu n'abandonnes pas, en fait, tu peux pas échouer. Je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est une bonne manière de conclure. Donc n'abandonnez pas et vous n'échouerez jamais. C'est exactement. Donc ouais, c'est ça. Moi, combien de fois on m'a dit non, tu vois, même pour rentrer chez EDF, tellement je savais que les gens pensaient EDF ne pouvait pas recruter quelqu'un qui n'est pas de nationalité française, que je n'ai pas dit aux gens que je passais mes entretiens chez EDF. Et j'ai eu même une personne, une connaissance à qui j'ai dit ça. Elle a dit, ah mais pourquoi tu perds ton temps? EDF n'embauche pas les étrangers. Et dit, laisse, attends. Et quand c'est ça, tu vois. Il y a l'histoire que tu disais au départ. T'arrivais pas à obtenir des écoles. C'est ça. T'es passé par la faculté. Je suis passé par la faculté. Il faut pas hésiter à... J'ai un copain qui dit ça. Il dit, il faut être créatif dans la vie. Merci. Faut pas hésiter à être créatif, dans tous les sens du terme. Il faut pas croire. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent et qui sont pas passées par les chemins traditionnels parce que souvent ils sont très durs et parce que pour y accéder, justement, tu veux accéder à une école classique, il faut être français, il faut voilà. Et peut-être que des fois il faut passer par des chemins de traverse qui permettent d'arriver quand même à destination parce que tout chemin mène à Rome. Exactement. Ce qui est plus important, c'est la destination. Exactement. Donc peu importe. C'est ça, faut pas hésiter. C'est une très belle phrase. Faut pas hésiter à être créatif. Faut pas hésiter à avoir des idées, à trouver des solutions aux petites embûches, parce que ça reste des petites embûches qu'on peut, on peut dépasser, mais faut pas baisser les bras, quoi. On revient à cette phrase, faut pas abandonner. N'abandonnez pas, soyez créatifs. C'est ça. Et normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Merci, Soli. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt. À bientôt.